Bon, bonjour tout le monde. Merci de votre présence. On va pouvoir démarrer, même si ça rentre tranquillement en visio et puis dans notre salle en présentiel. Pour démarrer cette séquence, je vais peut-être faire juste une introduction avant de laisser la main à Rémi et Alexis qui nous ont rejoints et qui sont les intervenants du jour. Rappelez simplement que cet atelier, la thématique de l'atelier, on l'avait abordé il y a quelques temps déjà. On avait abordé la problématique de la récupération dans l'entraînement. Et puis on avait aussi évoqué la problématique du sommeil dans les déplacements des athlètes. Et du coup, c'était assez redondant comme thématique. Et donc on a souhaité l'aborder lors d'un des ateliers des cadres du sport. Et puis, pour contextualiser, ce qu'on avait dit, je le rappelle un petit peu, c'est qu'on augmentait de plus en plus les charges d'entraînement et qu'en fait, la clé de la réussite, c'était plutôt savoir bien récupérer. Donc on avait abordé toutes les problématiques de récupération active, passive. Et puis il y avait justement cette problématique du sommeil qui finalement, en résumé, devait nous permettre de gagner du temps plutôt que d'en perdre. Et puis on avait aussi contextualisé cette problématique du sommeil avec toutes les interactions contextuelles qu'on a aujourd'hui avec la multiplicité des écrans, voilà, où on a tendance à mettre le sommeil un peu de côté, sans doute à tort. Donc pour aborder cette thématique-là, avec toutes les questions qui se posent et que vous allez pouvoir poser, donc on va laisser les choses se faire au fil de l'eau et le rythme, nos intervenants vont pouvoir un petit peu le cadrer. Mais on a deux intervenants de haut vol. Je vais commencer par toi, Rémi, qui a accepté, et je t'en remercie d'intervenir. Toi, tu es maître de conf à l'université du littoral de la Côte d'Opale. Tu es le grand spécialiste du sommeil. Donc je regrette qu'on ne puisse pas se rencontrer physiquement parce qu'on avait prévu de faire ça à la Ligue de voile. Bon, ça se fait en distanciel, mais ça se fait, c'est déjà ça. Et puis c'est toi qui démarreras pour nous présenter un petit peu ta vision justement du sommeil. Tu vas évidemment te présenter parce que tu as travaillé avec des voileux, mais pas que, hockey sur glace, avec du triathlon, différentes disciplines sportives. Donc on va surtout se reposer sur toi pour introduire un petit peu les débats. Et puis on a la chance aussi d'avoir Alex avec nous, Alexis Loison, qui est un athlète de haut niveau, sportif de haut niveau listé senior. Et tu es toi à Port-la-Forêt, Alex. Donc là aussi, je vais peut-être te laisser, vous allez peut-être vous présenter tous les deux. Et puis on va démarrer avec Rémi, suivi d'Alex, qui va pouvoir nous expliquer comment ça se passe dans ton activité, Alex, dans la voile. Comment tu gères le sommeil, parce que quand tu fais tes traversées en solitaire, c'est un élément évidemment prépondérant de ta performance. Donc un peu théorique, mais théorie pratique avec Rémi, et puis un cas très pratique avec Alex, que je remercie encore de venir animer justement cet atelier. Pour réagir, vous pouvez lever la main, bien entendu, mettre vos commentaires sur la plateforme, vos questions. Et puis l'idée, c'est que, je rappelle, c'est un atelier d'échange de bonnes pratiques. Donc l'idée, même si Rémi et Alexis vont nous permettre de démarrer les débats, n'hésitez pas à intervenir, à apporter vos remarques, compétences. L'idée, c'est d'être dans l'échange. Voilà pour la matinée. Et puis je garderai, une fois qu'on aura fini un petit peu tout ça, je garderai certains d'entre vous, les volontaires, pour qu'on évoque les prochaines thématiques à aborder. En gros, prévu d'en faire une par mois, mais si vous avez un petit peu de temps, pendant un quart d'heure, 20 minutes, on abordera ça. Rémi, à toi la parole pour te présenter. Si ça te dérange pas, on va laisser peut-être Alexis se présenter parce que moi j'ai une première slide qui fait un peu mon CV. Alors comme ça sera un peu plus simple. Enfin mon CV, gentiment, mais comme ça va être inclus dans la presse si c'est OK pour toi. Bonjour donc à toutes et à tous, je suis Alexis Loison, 36 ans. Je m'entraîne à Port-la-Forêt au pôle Finistère course au large, donc en Bretagne Sud. Donc là, je vais attaquer ma 16e saison consécutive sur le circuit Figaro. Donc le circuit Figaro, c'est principalement des courses en solitaire sur des bateaux strictement identiques et sur des courses souvent où on passe, par exemple sur la solitaire du Figaro, c'est 4 étapes avec à chaque fois entre 3 et 5 nuits en mer. Et donc c'est vraiment une course où le sommeil est ultra, enfin les phases de repos et tout, et le sommeil est ultra important à gérer pour pouvoir être performant. Donc voilà, et après j'ai fait pas mal de courses dans ce même genre en solitaire
journée, mais j'en ai quelques-unes. Ouais. Donc voilà, j'espère pouvoir apporter à vos questions. C'est certain. Merci Alex. On te redonne la main, Rémi. Et puis on Ouais, revient ça marche. à Alex pour Alors, l'illustration. du coup, merci à tous d'abord de m'accueillir aujourd'hui avec vous. Merci à Sylvain, bien sûr, pour l'orga. Merci aussi à Cédric Château, mais qui est pas là. Je le vois pas là, donc qui était l'entremetteur et qui m'a téléphoné en me disant que c'était une thématique que vous aviez envie d'aborder. Et puis donc, bah, moi, comme c'est pas difficile quand on est passionné de parler de ce qu'on fait, bah, du coup, j'ai très vite accepté. Alors, je vais forcément. Alors, j'ai un petit support PowerPoint. L'idée, c'est que je vous harasse pas d'une énième présentation que vous avez tous vécue là depuis un an, d'un truc trop barbant. Donc, j'ai essayé de faire un truc un peu ludique, mais qui va aussi pouvoir vous présenter, je dirais, un peu ma vision des choses, parce que c'est vrai que quand on parle de sommeil, on peut parler de choses. Vous allez voir, je vais très peu parler des stades de sommeil, etc. Parce qu'en fait, mon idée, c'est que quand on s'adresse à des sportifs et quand on s'adresse à des gens qui ont besoin de gérer leur sommeil, il faut trouver les bonnes choses pour qu'ils puissent agir dessus. C'est-à-dire que du coup, les stades de sommeil, etc., finalement, on en est assez peu maître. C'est-à-dire qu'on on peut pas vraiment gérer. Donc, je vais partager mon écran et puis voilà, je pense que l'interaction est tout à fait possible, bien entendu. Alors, j'ai pas forcément la vue sur le chat en même temps. Ce sera peut-être pas forcément facile, mais vous pourrez évidemment interagir. L'idée, c'est que je fasse une petite vingtaine de minutes, 20-25 minutes de présentation, ce qui vous met le cadre. Et bien entendu, après, ce qui est important, c'est toute la discussion. Alors, s'il y a des réactions, Rémi, je me permettrai de t'interrompre et puis pour animer les débats. Eh ben, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Il y a justement une remarque de Nicolas Morazin là, sur les problématiques de connexion. Je vous rappelle que les problèmes de bande passante, je pense qu'il faut couper vos vidéos, bien sûr vos micros, et ça passera sans doute un petit peu mieux pour vous. Ok, donc bon, très brève présentation de moi-même, hein. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, Sylvain, moi je suis enseignant-chercheur maître de conf à l'Université du Littoral Côte d'Opale en STAPS. J'enseigne la physiologie de l'exercice et j'ai une particularité, c'est d'avoir fait une thèse sur le sommeil dans les conditions extrêmes, dans les activités extrêmes. Donc Alexis a d'ailleurs fait partie d'un de mes cobayes de thèse. Hein. Cobaye, c'est pas très beau comme nom, mais du coup des participants des sujets, pardon, de mes études de thèse. Et puis voilà, je fais aussi, j'ai des activités aussi de formation, en particulier en entreprise, mais ce n'est pas l'objet du jour. Alors, très rapidement, voilà un peu le cadre dans lequel je travaille le plus souvent, qui est évidemment le sport, avec à la fois la navigation solitaire, avec quelques marins d'exception, et puis aussi des marins qui sont tout à fait aussi exceptionnels, mais peut-être un petit peu moins connus. Alex en fait partie. J'ai travaillé pour parler de la voile, j'ai travaillé avec le pôle Finistère course au large et puis un autre centre de haut niveau qui s'appelle Lorient Grand Large. Je ne sais pas si vous connaissez, mais qui n'a pas de label, qui a pas de label fédéral, mais qui en soi était aussi un centre de très haut niveau. Et puis je travaille aussi avec beaucoup d'ultra trailers où la problématique de sommeil est extrêmement importante aussi. En particulier avec Romain Olivier là, qui a failli gagner le Tour des Géants. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est 330 bornes avec 24 000 mètres de dénivelé positif. Il est venu vers moi parce qu'il a un peu craqué sur les 8 derniers kilomètres juste avant de gagner. Bref, voilà, et quelques records de traversée de l'Australie, par exemple, 37 jours. 3800 km et puis des aventures un peu extrêmes. Voilà. Donc moi, j'ai un peu construit mon regard à travers des activités extrêmes. Et puis depuis peu, ça fait pas très longtemps, en fait, on travaille bah voilà, avec des équipes de sport co, le hockey sur glace, le foot, le handball, ça va partir là. Et puis aussi le club de natation de haut niveau. Donc voilà un peu mon approche, c'est-à-dire que c'est une approche qui vient du terrain.
un regard qui vient du terrain, et puis on va voir que la théorie, évidemment, est quand même extrêmement importante pour comprendre ce qui se passe sur le terrain et pour pouvoir redonner un peu de l'info correctement. Alors, bon, je pense que vous connaissez ces deux personnes. Et, et donc, je voudrais, première question, quel est le point commun entre Alexis Loison et Roxana Maracineanu? Est-ce que vous avez un avis? L'eau, ça Non, nage aucun. tous les deux. Bien, tenez-vous bien, ils ont tous les deux en fait une sorte de cocotte minute dans la tête. Et puis nous aussi, on a tous finalement une cocotte minute un peu dans la tête. C'est-à-dire qu'en fait, le matin, quand on se lève, donc depuis tout à l'heure qu'on est levé, et bien du coup, en fait, on monte en pression. C'est-à-dire que notre cerveau monte en pression grâce à l'interaction. Je vais parler un peu technique, mais finalement, pour des sportifs, c'est pas très compliqué. Alors par contre, juste, je fais une petite parenthèse. Est-ce que vous pouvez couper le micro dans la grande salle et vous avez la possibilité de couper le micro ou pas? Non? Sylvain, chez vous? Je vous entends plus. Bon, ok. Ouais, ok, cool, merci. L'histoire de la cocotte minute, c'est quoi? C'est qu'en fait, depuis qu'on est réveillé ce matin, en fait, nos cellules nerveuses, donc notre cerveau, en fait, finalement, libère en fait de l'adénosine. C'est un peu le même fonctionnement qu'au niveau musculaire, adénosine triphosphate. Du coup, on libère de l'adénosine et cette adénosine vient se fixer sur des récepteurs des neurones et du coup fait augmenter la pression. Plus on a d'adénosine libérée et plus on a le cerveau, les récepteurs du cerveau occupés, et bien finalement, plus la pression est importante. Et au bout d'un moment, la pression étant tellement importante qu'on a envie de dormir. On a des mécanismes de l'endormissement qui se mettent en route. Alors finalement, quand on est en mode normal, je dirais, je ne sais pas si c'est un bon terme, mais quand on est en mode vacances, voilà, et bien du coup, on a une augmentation de pression pendant 16 heures, entre 8 heures le matin et puis 22, 23 heures le soir. Et puis on a une dissipation de la pression pendant 8 heures, c'est-à-dire pendant le sommeil, puisqu'en fait, le sommeil, sa fonction, c'est de faire un gros nettoyage de cerveau. C'est-à-dire que nettoyer en fait finalement toute cette adénosine sur les récepteurs et puis aussi participer à la reconstruction des neurones. C'est-à-dire que les neurones, bah, comme ils fonctionnent, ils sont abîmés, c'est comme les muscles. Hein. Et puis du coup, on va reconstruire ces neurones et puis on va même d'ailleurs peut-être affiner certaines connexions des réseaux de neurones et ce qui permet finalement la bonne récupération et la progression, en particulier sur des aspects d'apprentissage. Je ne le dis pas là, mais évidemment, vous parliez de récupération. Pendant le sommeil, on a aussi des sécrétions hormonales qui sont extrêmement importantes pour les activités physiques et en particulier je pense à l'hormone de croissance, qui est une hormone anabolisante et donc pour la reconstruction musculaire, c'est extrêmement important. Alors donc, en fait, c'est une histoire d'équilibre. D'abord, la gestion de sommeil. Le premier point, c'est qu'il faut comprendre qu'on a besoin d'équilibrer finalement notre quantité de sommeil avec notre quantité d'éveil. Et puis Alexis, bah, comme il l'a expliqué tout à l'heure quand il fait la solitaire du Figaro, bah, du coup, le sommeil, il ne peut pas trop en avoir parce que la performance demande de la privation de sommeil pour pouvoir s'occuper du bateau, pour la sécurité bien évidemment aussi. Et donc, bah, vous voyez la différence entre Alexis. J'ai trouvé que ces deux photos-là, Alex, mais là, ici, à droite, vous avez Alexis bien en forme, et puis à gauche, vous avez Alexis à la fin probablement d'une étape. Et donc, on voit que les traits sont tirés. Et en fait, finalement, bah, c'est ça. C'est-à-dire que Alexis a très peu dormi, et donc il a créé ce déséquilibre avec une quantité de sommeil qui est trop faible vis-à-vis de la quantité d'éveil. Alors, pour la petite histoire, si on mesure, Alexis vous reparlera peut-être de la bouboule rouge, du jeu de la bouboule. Ça, c'est un code entre nous, mais du coup, on se rend compte que l'effet sur le cerveau, finalement, il correspond au même effet qu'une intoxication à l'alcool. Une cuite, quoi, en gros. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'au bout de 48 heures, à l'arrivée d'une solitaire du Figaro, par exemple, bah, l'équivalent, c'est des réactions qui sont équivalentes à 1,4 g d'alcool dans le sang. Alors, l'euphorie en moins, mais peut-être parfois, sauf si on a gagné, j'imagine. Mais pour le coup, ça vous donne peut-être un équivalent, entre guillemets, connu, pardonnez-moi. Alors, on va chez Alexis et chez des sportifs de l'extrême, on va même jusqu'à des états absolument dingues qui sont des hallucinations. Donc là, c'est l'intrusion des rêves dans l'éveil, finalement, l'hallucination, c'est-à-dire que c'est une perte de contrôle
une perte de contrôle finalement un petit peu de notre cerveau. C'est-à-dire que le cerveau ayant été tellement privé de sommeil qu'il va y avoir l'intrusion des rêves dans l'éveil. Et donc, on ne sait plus forcément très bien discerner la réalité du rêve. Alors, les gens qui sont habitués à faire des hallucinations, Alexis nous en parlera, mais les gens qui sont habitués, je ne crois pas que ce soit le cas d'être habitué aux hallucinations pour Alexis, parce qu'il a vu que ce n'était pas forcément un truc génial, mais il n'empêche que les gens sont capables de discerner l'effet de l'hallucination, c'est-à-dire, non, ça je sais que c'est une hallucination, et généralement ça déclenche un peu la zone rouge qu'il ne faut pas dépasser. Et donc si je fais l'allusion ou si je fais la comparaison avec l'acide lactique, par exemple, et bien, du coup, il y a une sorte de seuil qu'on ne doit pas dépasser sous peine de finalement pas pouvoir continuer très longtemps l'exercice. Alors, deuxième question, quel est l'autre point commun entre Alexis Loison et Roxana? J'ai choisi cette photo de Roxana, je vous fais la parenthèse, parce que j'étais amoureux de Roxana quand j'étais jeune. Et voilà. Bon, maintenant un petit peu moins, mais voilà. Alors, quelle est l'autre particularité, quel est l'autre point commun et qu'on aura tous? Eh ben, je ne vais pas vous laisser mariner trop longtemps. C'est qu'en fait, les deux, et nous aussi, finalement, on a dans la tête, à côté et indépendamment de notre affaire de cocotte minute, eh bien, on a une horloge biologique. D'accord? Donc, vous connaissez ce terme, j'imagine, même si peut-être que tout le monde ne sait pas exactement comment ça fonctionne, je vais essayer de l'expliquer. Mais du coup, on a tous une horloge qui va guider en fait nos comportements. Hop, ça va trop vite. Donc, l'horloge biologique, c'est quoi? À l'échelle en fait de 24 heures, on a des choses qui vont entraîner notre cerveau à avoir un fonctionnement stable un jour après l'autre. Et en particulier, donc, ce qu'on appelle les synchroniseurs, c'est-à-dire qu'est-ce qui va nous entraîner finalement à avoir un fonctionnement stable, et le cerveau adore en fait la stabilité d'ailleurs au passage. Et bien du coup, il y a un principal synchroniseur qui est la lumière. Donc finalement, depuis ce matin, alors la lumière, on s'est exposé à la lumière du jour, et finalement, on a arrêté de sécréter une hormone qui s'appelle mélatonine, une hormone que je pense vous connaissez, au moins de nom. Et bien cette hormone, en fait, quand elle est sécrétée, elle nous donne envie de dormir, elle provoque en fait l'endormissement, et puis quand elle arrête d'être sécrétée, bah, du coup, elle arrête l'effet endormissement. Voilà. Donc la lumière du jour va, elle, arrêter cette sécrétion de mélatonine. Et pour le coup, quand on reste dans un environnement stable, c'est-à-dire quand on n'a pas de jet lag, on en parlera probablement pour le sport un petit peu plus tard, et bien pour le coup, tous les jours, finalement, on a cette synchronisation avec la mélatonine qui est sécrétée pendant la période nocturne, pendant la période d'obscurité, et puis l'arrêt de la mélatonine pendant la période diurne, et donc avec l'effet de la lumière. Et ça, en fait, comme on le fait tous les jours, et bien du coup, notre cerveau est très entraîné à faire ça, ce qui fait qu'il a une bonne habitude finalement à s'endormir facilement le soir et à se réveiller le matin. Alors évidemment, il n'y a pas que ça comme synchroniseur. Il y a des synchroniseurs qui sont extrêmement importants aussi. Le fait de prendre des repas, forcément à heure fixe, de faire une activité physique à heure régulière. Et puis on a aussi, on va en parler parce que ça, je pense que c'est un vrai point important vis-à-vis de la formation aussi des jeunes. C'est ce qu'on appelle les synchroniseurs sociaux, c'est-à-dire en fait avoir aussi des rythmes de vie stables. Et nous, on va au boulot tous les matins et ça nous stabilise, ça stabilise notre cerveau. Et puis évidemment, on parlera des écrans. Et donc ça, c'est un fonctionnement qui est totalement indépendant de mon histoire de cocotte minute, mais qui finalement va aussi contribuer à avoir un sommeil de bonne qualité, une récupération de bonne qualité, et puis un éveil de bonne qualité. Parce que moi, je considère que le sommeil, ça sert à l'éveil avant tout. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, on a parlé de la récupération, mais disons que dans mon approche à moi et dans ce que je regarde personnellement d'un point de vue de chercheur, c'est vrai que ce que je regarde, c'est la qualité de l'éveil pour des aspects de performance et de sécurité hors aspects physiologiques et musculaires. Alors, en fait, ces deux principes que je viens d'évoquer là, finalement, tout le jeu, en fait, c'est qu'ils soient synchronisés et qu'ils fonctionnent ensemble. C'est-à-dire que, à la fois, ma cocotte minute,
qui va chercher à me faire dormir, et puis mon horloge biologique qui, elle aussi, va chercher à me faire dormir, bah, le mieux, c'est qu'elle soit bien synchronisée et qu'elle ne soit pas finalement comme sur cette photo, mais qu'elle soit plutôt comme ça, c'est-à-dire bien alignée. Et donc, il va falloir que les deux principes soient bien alignés de manière à ce qu'on puisse avoir un endormissement de qualité, une nuit de bonne qualité, une récupération optimale, et puis évidemment, le lendemain, un éveil de bonne qualité. Et si on fait ça, bah, normalement, d'un point de vue des performances, qu'elles soient cognitives ou qu'elles soient physiques, eh bien du coup, on augmente nos chances que ça se passe bien. Alors, petit point qui, à mon avis, est un point d'intérêt pour vous, c'est ce qu'on va appeler, et ça c'est un Allemand qui a théorisé ça, et moi je le trouve assez élégant, alors ça vient pas du sport, mais du coup, le jet lag social. Vous connaissez le terme jet lag, on prend l'avion, on part aux Antilles parce qu'on a envie de soleil, on arrive là-bas, et ben, on a complètement ce décalage horaire parce que, en fait, finalement, l'environnement lumineux se décale et donc notre horloge biologique eh bien, n'est plus entraînée ou se désentraîne, a besoin de se désentraîner et de se réentraîner avec les donneurs, les synchroniseurs que j'évoquais tout à l'heure, eh bien en fait on peut avoir le même effet d'un point de vue social. Je vais prendre un exemple. Le vendredi, on termine sa semaine. Alors en ce moment, c'est un peu la mouise, mais enfin, le vendredi, on termine sa semaine. Eh bien, après tout, on ne travaille pas le lendemain, donc on peut se permettre d'inviter des amis à la maison, de se coucher un petit peu plus tard ou de sortir quand on a le droit ou quand on aura le droit. Et puis, on va donc se coucher un peu plus tard. Et puis, comme le matin, bah, on n'a pas forcément besoin de se lever aussitôt que pour aller au boulot, bah, du coup, on se lève un petit peu plus tard. On fait ça le vendredi soir, on fait ça le samedi soir, et vous décalez d'une heure ou de 2 heures. Et finalement, c'est un peu comme si vous partiez faire un week-end à Moscou. C'est-à-dire que du coup, vous décalez en fait en 2 jours un peu votre horloge biologique. Et puis le lundi matin, le dimanche soir, vous avez du mal à vous endormir. Et le lundi matin, vous avez besoin de retourner au boulot. Et hop, vous avez créé ce jet lag social. Et du coup, vous avez une petite nuit dans la nuit de dimanche à lundi. Et puis le lundi matin, surtout la sensation de ne pas être méga en forme. Et donc, bah, en fait, c'est vraiment ce décalage horaire qu'on a fait, mais parce que on a eu une activité sociale. Donc c'est extrêmement important parce que on en reparlera tout à l'heure par rapport aux comportements en fait sur lesquels on peut agir. Bah, du coup, c'est extrêmement pertinent. Alors c'est vrai que dans le sport, on a plutôt des compétitions qui vont arriver souvent le week-end, sauf dans le sport professionnel probablement, mais on va avoir des compétitions qui arrivent le week-end, donc c'est vrai qu'on peut être un peu protégé de ça, mais chez les jeunes, c'est quand même extrêmement important de voir ça. Et sachez aussi que l'horloge biologique, je le dis ici, on en reparlera, c'est que l'horloge biologique des jeunes, en fait, finalement, elle a plutôt tendance à se décaler vers le soir, et c'est tout à fait naturel, c'est-à-dire que notre horloge biologique a un retard de phase, enfin, l'horloge biologique des adolescents a plutôt un retard de phase. Et donc, on a beau essayer de se bastonner avec eux pour qu'ils puissent se coucher tôt et qu'ils éteignent leur téléphone, c'est pas forcément très facile parce que, du coup, d'un point de vue tout à fait biologique, c'est un passage de la vie, en fait, où on a du retard de phase. Mais enfin, effectivement, les jeunes sont quand même des champions du jet lag social. Et donc, c'est un point extrêmement important. Alors, le problème de tout ça, c'est quand on n'arrive pas à bien aligner ces deux phénomènes, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à garder l'équilibre dans ma cocotte minute et puis qu'on déséquilibre notre horloge biologique, bah, ça peut conduire en fait à des problèmes. Alors là, j'ai mis cette photo-là, c'est peut-être pas exactement l'origine du problème, mais enfin, on a montré dans nos études qu'on a pu publier qu'il y avait quand même probablement, très probablement, un gros lien en course au large en particulier, un très gros lien entre les problèmes d'accidents ou de mauvaises décisions, etc., avec l'effet cocotte minute ou l'effet horloge biologique. Donc, ça peut conduire à des accidents et évidemment mettre en péril la performance et là, dans ce cas-là, aussi la sécurité. Ça peut aussi être, elle est bien dégueu cette photo, désolé, mais ça peut mettre en péril aussi évidemment des blessures, ou ça peut mettre en jeu des blessures en fait par inadvertance, par inattention. Je prends un exemple là auquel je pense, c'est que les jeunes parents, donc là dans le sport professionnel, on a aussi des jeunes parents et on remarque qu'il y a quand même une prévalence des blessures qui est plus importante peu de temps après la naissance des enfants. Et parce que vous savez comme moi, si vous avez des enfants, que les enfants, ça prive de sommeil, en tout cas bien comme il faut au début. Et donc, c'est quelque chose d'important. Et puis, bah, évidemment, d'un point de vue performance,
aussi, on peut avoir des choses qui sont un petit peu moins visibles, mais forcément, peut-être un peu moins d'engagement, peut-être des ratés, etc. Bon. Alors, évidemment, le matin, de ce qu'on peut avoir, c'est qu'on peut avoir des gens qui sont, ce qu'on va dire, fatigués, c'est-à-dire qu'on peu d'engagement. Si vous prenez, par exemple, une RPE, si vous prenez une RPE, quelqu'un pour le même exercice, finalement, quelqu'un qui a peu dormi, etc., la RPE va augmenter. Donc, la perception de l'effort va augmenter. Donc, vous figez un exercice. Et puis, du coup, vous allez avoir une diminution des capacités, en fait, parce que le cerveau, lui, ne commande pas finalement correctement les actions motrices et finalement ne commande pas correctement l'engagement dans l'activité. C'est-à-dire que c'est pas au niveau musculaire qu'on va avoir la problématique, c'est-à-dire que c'est pas le beefsteak, hein, entre guillemets, qui va poser problème, c'est la commande motrice et c'est finalement le cerveau le problème. Oubliez pas que vous, en tant que coach, ou n'oubliez pas de dire à vos coachs finalement que nous aussi, on est sensible au manque de sommeil. Tout le monde est sensible au manque de sommeil. Et en particulier, une des premières choses qui peut poser le souci, c'est la stabilité de l'humeur. Parce que Alexis pourra peut-être nous en parler. Je ne sais pas comment, des fois, comment il gère la frustration lorsqu'il est très fatigué. Mais c'est vrai que stabiliser son humeur et stabiliser ses émotions, c'est extrêmement difficile. Ça a un coût énergétique complètement dingue. Et quand on est fatigué, on n'a pas envie de mettre ce coût énergétique-là. C'est un peu pareil. C'est un peu la même chose que je disais tout à l'heure avec l'histoire de la RPE d'un point de vue physique. Mais c'est vrai que d'un point de vue mental, il est extrêmement difficile de stabiliser ses émotions. Alors, problème qu'on peut rencontrer aussi, en particulier chez... non, ça c'est chez tout le monde d'ailleurs, j'allais dire chez les jeunes, mais c'est chez tout le monde. C'est un phénomène qu'on appelle inertie de sommeil, ou ni plus ni moins la tête dans le pâté, pour être poli. Donc, c'est quoi cette affaire? C'est que de toute façon, peu importe la quantité de sommeil, peu importe l'horloge biologique, peu importe l'heure qu'il est du jour et de la nuit, quand on se réveille, finalement, on a un phénomène qui s'appelle inertie de sommeil, qui fait que nos performances au réveil sont moins bonnes que quelques minutes ou quelques heures après ce réveil. J'explique. Vous avez tous senti la sieste je vais prendre le cas un peu extrême que vous connaissez, la sieste un petit peu trop longue du dimanche après-midi qui vous ensuque et qui vous fait dire finalement, j'étais fatigué tout à l'heure, j'ai fait la sieste et finalement, je me trouve bien plus fatigué au réveil que avant. Bon, alors ça, c'est un côté très désagréable. Et ça, c'est une vraie problématique dans les sports, dans le sport, parce que lorsque vous avez un match le soir, par exemple, ou vous avez une compète le soir, je vois bien que dans les sports d'équipe en particulier, on peut avoir la tendance à aller mettre les gens à la sieste, donc tout le monde fait la sieste, mais finalement, ce phénomène d'inertie de sommeil, il peut être vachement long à s'en remettre, et du coup, il ne faudrait pas qu'il pose problème en fait à la performance le soir. Parce que la sieste aurait été mal gérée et sieste trop longue. Alors Alexis va avoir des bons tuyaux à mon avis à vous donner sur les siestes. Il vous expliquera son système de management qui à mon avis limite aussi ce phénomène d'inertie de sommeil. Donc c'est vrai pour la sieste, là j'en ai beaucoup parlé, mais c'est vrai aussi le matin. Vous mettez votre réveil à 7h30 ou à 6h, ou à 7h admettons, et puis du coup vous réveillez naturellement à 6h45. Si vous décidez de ne pas vous lever à ce moment-là, vous décidez de vous rendormir jusqu'à 7h, vous avez toutes les chances de vous réveiller dans un état beaucoup plus compliqué qu'à 6h45, parce que en fait, votre cerveau se sera mis une nouvelle fois en mode sommeil, et donc là, il faudra ressortir du sommeil, et l'inertie de sommeil sera importante. Alors, évidemment, le matin, quand on a de l'inertie de sommeil, et j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait quelqu'un un petit café, voilà, puis je vais vous faire voir, hein, j'ai aussi ma petite cup là, hein, évidemment. Donc, juste un petit point sur le café. Le café, c'est quoi le principe? C'est que finalement, la molécule d'adénosine dont je vous parlais tout à l'heure et la molécule de caféine, et ça marche aussi pour la théine d'ailleurs, ces deux molécules en fait sont extrêmement similaires. Et donc en fait, la caféine va venir prendre la place des récepteurs dans ma cocotte minute dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que le café va venir prendre cette place-là, donc ne va pas donner l'information au cerveau
qu'il faudrait aller dormir au bout d'un moment. Sauf que le café, son problème, c'est que il a une demi-vie, on dit. C'est-à-dire que du coup, son effet va disparaître au fur et à mesure du temps. Et donc, ça, il y a deux solutions. Soit vous reprenez des cafés, et là, vous créez en fait au fur et à mesure de la dépendance. Soit en fait vous risquez de prendre un gros coup de barre. Donc le fait, puisque l'adénosine, elle, va venir dire oh là là, sinon ça y est, il y a de la place sur les récepteurs, j'arrive, je cours et je vais venir prendre la place. Donc attention à la caféine, c'est-à-dire que du coup c'est évidemment pour le goût et puis on voit bien que ça nous fait du bien hein, quand même clairement. Mais il faut faire attention que ça ne soit pas une béquille trop importante en fait sur la gestion du sommeil pour la gestion du sommeil pardon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que le café c'est sympa, mais ce qui compte c'est le comportement avant tout. Alors, évidemment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les écrans. Alors là, moi, je vais avoir un discours qui est peut-être un petit peu enfin, qu'on soit clair, j'ai pas de problème moi avec les écrans. C'est-à-dire que du coup, j'ai pas de problème avec les gens qui s'endorment avec leur téléphone ou qui s'endorment avec leur tablette. C'est le problème, il est pas, il est que on doit tenter de percevoir les moments qui sont les plus propices à l'endormissement et ce qu'on va appeler dans quelques minutes les portes de sommeil. Le problème des écrans, on entend un peu tout et rien là-dessus. Donc, il y a l'effet de la lumière. Moi, je trouve que l'effet de la lumière, c'est pas forcément le problème majeur. Pour quelle raison? C'est qu'il y a il y a des études qui montrent que, évidemment, la lumière va avoir un effet, mais en fait, c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'a pas encore tout ça dans les bagnoles, parce que ça a été testé par des constructeurs automobiles. C'est-à-dire que l'effet de la lumière bleue, ça n'a pas d'effet en fait chez tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas sensible en fait de la même manière. D'accord? Donc, il ne faut pas être catégorique vis-à-vis de ça. C'est vrai que les tablettes et les téléphones ont remplacé un peu le bouquin, en particulier chez les jeunes. Bon, voilà, c'est un changement de génération, faut qu'on fasse avec. Ce qui pose problème, en fait, c'est l'activation qu'on va avoir, c'est l'activation du cerveau, en fait, que ça va provoquer. C'est-à-dire que si vous si vous regardez, pardon, la Casa des Papel, ce que j'ai fait, hein, et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a probablement jouer un peu sur ma privation, enfin sur mon sommeil et sur ma privation de sommeil. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les 5 dernières minutes, c'est tellement la guerre que vous avez envie de cliquer sur suivant et évidemment voir l'épisode suivant. Bon, donc la problématique, elle est d'essayer de ressentir en fait les périodes qui sont propices à l'endormissement. Voilà, c'est plutôt ça le problème. Vite fait, un aspect sur la nutrition. Alors, je suis pas un très grand spécialiste de la nutrition, mais je vais vous donner en fait deux petits tuyaux, deux petites bases en fait finalement qui pourront être un petit peu complétées avec les spécialistes que vous avez dans vos réseaux. C'est-à-dire qu'effectivement, la qualité de ce qu'on va, la qualité et la quantité hein, et la nature de ce qu'on va manger le soir, va avoir une influence sur le sommeil. C'est-à-dire que c'est évidemment dans le mode un peu choucroute, un petit peu repas un peu lourd, ça va pas favoriser un sommeil de bonne qualité, alors que un repas plutôt basé sur des glucides et des légumes va plutôt avoir va plutôt engendrer une bonne qualité de sommeil. Donc, on dit plutôt généralement que tout ce qui va être glucidique sucre lent, on va dire simplement, céréales complètes, etc., va plutôt avoir un bon effet sur le sommeil, alors que tout ce qui va être plutôt sur la base de protéines va avoir un effet plutôt positif sur l'éveil. Je pense que Alexis, pareil, va pouvoir éventuellement nous dire quel est son régime alimentaire à bord, mais pour le coup, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que les Anglais finalement se font des repas hyper protéinés le matin ou bien protéinés le matin pour pouvoir améliorer la qualité de l'éveil. Alors que plutôt le soir, il faut plutôt être sur un aspect glucidique et le lait aussi aurait plutôt tendance, a priori, à avoir un effet positif sur le sommeil. Alors pour être un peu synthétique et puis pouvoir essayer de ne pas être trop long quand même, c'est que j'ai évoqué plusieurs points et qui me semblent importants de scinder et qui sont finalement pour chacun d'entre eux des aspects indépendants sur lesquels on peut avoir un regard et sur lesquels on peut chercher à avoir un comportement tout à fait particulier.
ou du moins améliorer le comportement. Donc un peu des choses un peu modulaires, je dirais. Donc d'une part, la quantité de sommeil, eh bien évidemment, tenter que ce soit dans la vie de tous les jours ou au cours des déplacements ou dans les problématiques voilà, de matchs répétés, etc. Et bien du coup, il faut qu'on arrive à gérer cette quantité de sommeil. Il faut qu'on arrive à gérer aussi l'horloge biologique et les particularités. J'en ai pas trop parlé, mais les particularités individuelles évidemment. Mais en tout cas, qu'on arrive à gérer les problématiques d'horloge biologique. Qu'on arrive à gérer les portes de sommeil. Alors c'est un peu bizarre que je l'ai mis là, je suis désolé pour mon PowerPoint, j'en parlerai à la slide d'après. Pardon, les portes de sommeil, donc c'est plutôt cet aspect à quel moment j'ai plus de facilité à m'endormir. Ce sera vrai pour la sieste et ce sera vrai aussi pour le soir, j'en ai brièvement parlé avec les écrans. Les effets d'inertie de sommeil, il faut qu'on fasse très attention à ça. Je me rends compte en fait dans les sports d'équipe en particulier que c'est une vraie problématique sur laquelle il faut travailler. Est-ce qu'il faut faire la sieste? Oui, non. Comment faut la faire en prévision d'une performance correcte? Enfin, de la meilleure performance possible, c'est pas juste être correct, c'est d'être le meilleur, évidemment. Donc, inertie de sommeil, point tout à fait particulier, qui est un regard que chacun doit avoir. Et puis, évidemment, tous les aspects alimentaires, caféine et les écrans, qui sont donc des choses qui sont un petit peu périphériques et transitoires, qui peuvent être transitoires quant à la gestion du sommeil. En tout cas, ce qui m'importe, moi, dans mon travail, c'est que les gens avec qui je bosse, en fait, soient acteurs finalement de leur sommeil, acteurs de la compréhension des mécanismes que j'évoque là qui peuvent être assez simples et j'essaye de les simplifier au maximum de manière à ce qu'ils puissent s'en servir et gérer eux-mêmes point par point ces aspects-là. Et puis, il y a quand même une problématique qui, là, peut être aussi transversale avec les préparateurs mentaux et qui peuvent être transversales avec, voilà, avec des techniques que moi, je ne maîtrise pas forcément très bien, mais dont j'en comprends le principe en tout cas, c'est le lâcher-prise parce que quand on est là, si je prends l'exemple là d'un bateau à voile, qu'on est en train de voler comme ça à 25 nœuds, qu'on est dans des mers démontées, etc., il faut tout de même se reposer, il faut tout de même arriver à lâcher prise. Et c'est un peu pour moi le même principe qu'on doit trouver chez des sportifs qui ont un match à enjeu ou qui ont une compétition importante. Eh bien, du coup, on se rend compte, donc là c'est la littérature scientifique qui nous rapporte ça, il n'y a pas de secret, c'est que le sommeil il est impacté, hein, le sommeil de la veille il est impacté. Pourquoi? Parce que y a du stress, il y a de l'appréhension, il y a de l'anxiété, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais effectivement les techniques de relaxation, etc., peuvent tout à fait servir à lâcher prise pour pouvoir conserver finalement cet effet cocotte-minute, pour ne pas décaler l'horloge biologique, etc., etc. Vous avez compris. Et donc ça, c'est un peu transversal, je dirais, mais qui est extrêmement important. Bon, alors les fameuses portes de sommeil, quand même, c'est le dernier mot que je vais dire avant de vous laisser la parole et de laisser la parole à Alexis. C'est que du coup, les fameuses portes de sommeil, c'est l'idée en fait que notre cerveau n'est pas dans un état stable au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que depuis qu'on est levé ce matin jusqu'à ce soir où on va se coucher, notre cerveau ne sera pas sur une belle ligne droite, là, bien propre. On va passer sans cesse par des phases, des hauts et des bas, où on va avoir des moments qui sont un peu plus difficiles à gérer que d'autres d'un point de vue de la somnolence. En particulier, vous connaissez la somnolence qu'on dit post-prandiale, c'est-à-dire après manger à 14 heures, vous sentez bien que votre cerveau, là, il n'est pas tout à fait prêt à bosser. Du coup, en fait, là, vous voyez bien, pour prendre cet exemple-là, que lorsque vous vous couchez, pour une petite sieste à 14 heures, que du coup, vous allez pouvoir facilement accéder au sommeil. Et donc, c'est l'idée que les portes de sommeil s'ouvrent et vous pouvez rentrer dedans. Ça, c'est vrai que dans le sport, et même d'une manière générale, c'est pas que dans le sport d'ailleurs, ce moment, cette perception de la somnolence, cette perception de son état est extrêmement importante dans la gestion du sommeil parce que c'est elle qui va permettre d'accéder au sommeil facilement, de pouvoir s'en servir et de ne pas décaler en fait ni l'horloge biologique, ni trop rétrécir l'effet cocotte-minute, donc créer le déséquilibre. Et donc c'est ça par rapport aux écrans qui peut poser problème, c'est-à-dire la perception de son état. Voilà, je vais arrêter là. J'ai quand même beaucoup parlé. J'ai essayé de faire le plus vite possible, mais j'avais envie de vous parler de tout ça. J'espère que j'ai pas été trop long. Et puis je vais laisser peut-être les questions, bien évidemment, et Alexis aussi rebondir et vous donner toute son expérience vis-à-vis de ça, parce qu'il connaît ce discours-là, Alexis. J'ai pas arrêté de lui en parler, donc normalement ça devrait bien se passer. Merci beaucoup Rémi de la présentation, elle était
très 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 riche et à mon avis utile. S'il n'y a pas de questions immédiates, peut-être qu'on peut tout de suite passer à l'exemple concret justement d'Alexis. En tout cas, moi j'ai bien noté ton amour dévoilé maintenant de Roxana Maracineanu, et puis tu t'es bien amusé avec notre président aussi sur les photos. Je trouvais ça plutôt sympa. Et puis oui, tu as évoqué plusieurs choses pour faire la transition avec Alex. Il y a plein de choses qu'à mon avis Alex pourrait illustrer, mais j'ai pas compris ce que c'était que la bouboule rouge. Donc on peut peut-être commencer par ça. Et puis après Alex, voilà, l'idée c'est que tu nous racontes un petit peu comment tu gères toutes ces problématiques de sommeil, de récupération, de phase de somnolence, de repas, tout ce que Rémi a pu nous présenter en introduction. Ouais, déjà, c'est marrant parce que ça faisait longtemps que j'avais pas vu Rémi et de faire un petit rappel comme ça, c'est toujours bien. Et déjà, ça m'a reparlé de plein de choses. Donc, déjà, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Et on peut l'appliquer souvent au Figaro. Donc voilà, le jeu de la petite bouboule rouge, en fait, c'est m'arrête Rémi si je me trompe, mais c'est une espèce de test de réactivité, en fait. Donc, en gros, c'est faut appuyer sur une touche sur un ordinateur, toujours la même, quand la boule rouge apparaît à l'écran, et le problème qu'elle apparaît toujours au même endroit. Enfin, il n'y a pas plus simple. Et donc, en fait, son test, c'était de le faire avant le départ de la course, quand on est on va dire à 100% de capacité intellectuelle, et à l'arrivée de l'étape, à chaud, quoi, le bateau à peine rangé, et de refaire le test. Et je me rappelle que j'avais été ultra surpris, parce qu'en fait, au début, on se dit, bah oui, en fait, ça va, il n'y a pas de différence. Et puis, très, très vite, en fait, on commence à zapper, on commence à s'endormir sur l'écran et tout, et donc on s'aperçoit en fait que la lucidité, on a pris vraiment un coup. Et pourtant, je pense que c'était quand on avait fait le test, c'était sur une course qui avait duré qu'une seule nuit en mer, quoi. Donc, je pense que ça aurait pu être bien plus dégradé si j'avais passé encore plus de temps en mer. Donc, voilà, c'est ça le jeu de la petite bouboule rouge. Ah, très bien. Donc voilà. Et puis non, sinon, moi pour revenir, c'est pas parler de documents ou quoi, mais c'est vrai que on est un sport, notamment sur la solitaire de Figaro, où la récupération, à la fois la gestion du sommeil en course, mais aussi la récupération entre les étapes, parce qu'en fait, par exemple, on va passer 4 nuits en dormant très peu, et après à terre, on va passer par exemple que 3 nuits, parfois que 2, avant de réembrayer sur une deuxième étape. Et en fait, au fur et à mesure de la compétition, donc des 4 étapes, on devient de plus en plus fatigué. C'est-à-dire que par exemple, sur la dernière étape, on voit souvent des mecs qui font ce qu'on appelle des tout droits, c'est-à-dire des mecs qui n'arrivent pas à se réveiller malgré le réveil, ou qui s'endorment à la barre ou à l'ordinateur sans mettre le réveil. Et on voit souvent sur la dernière étape déjà qu'il y a souvent plus de blessures. On voit qu'il y a souvent des différences de trajectoire assez notables. Et c'est vrai que, comme quoi, en fait, on n'arrive pas à chaque fois entre chaque étape. C'est un peu la différence de la solitaire avec les autres courses. C'est-à-dire que les autres courses, ça va par exemple être une course large. Et après, par exemple, on va avoir 15 jours pour se remettre. En fait, la solitaire du Figaro, c'est qu'on n'a pas le temps de se rétablir complètement entre deux étapes. Donc en fait, la compétition, elle commence le jour de la première étape, et après, même à terre, en fait, on est toujours en course parce qu'il faut trouver des moyens de se reposer au mieux. Donc, c'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger notre logement à terre entre les étapes, il ne faut pas négliger notre alimentation. Et puis c'est un peu un jeu celui qui arrive le plus vite possible, c'est aussi celui qui a le plus de temps à terre pour se reposer. Donc c'est un peu à double effet, quoi. Non seulement il arrive avant les autres, mais en plus il a plus de temps pour se reposer. Donc souvent, en fait, ça crée un effet boule de neige. À dire, oui, aussi sur l'alimentation. Avec nos Figaro 3, on a changé de bateau il y a 3 ans. On va dire que le confort c'est encore beaucoup dégradé, donc c'est beaucoup plus dur de se faire de se nourrir, en tout cas de se nourrir des plats chauds. Et c'est vrai que moi, en Figaro 2, j'avais l'habitude, c'est Yann Eliès, un mec qui avait gagné énormément de fois la solitaire et d'autres courses, qui m'avait dit ça, qui faisait ça, et j'avais trouvé ça génial. C'était que je me faisais des œufs et du bacon le matin, parce qu'en fait c'est assez simple à faire.
Et c'est vrai que ça me donnait vraiment un coup de fouet pour la journée. Bien plus que une brioche. Ça, c'est vrai que ça joue pas mal sur le sommeil. Pareil, on peut se dire, des fois, de manger trop lourd, on va avoir un espèce de coup de barre derrière, mais en même temps, de ne pas manger du tout, c'est pareil, on va perdre en lucidité. Donc, c'est un subtil, je trouve. C'est vraiment très lié. Pareil au niveau de l'eau, hein, des fois, je pense qu'en bateau, on ne voit jamais assez. En fait, on est au milieu de l'eau et on a froid, on n'a pas envie de se raconter, il a froid déjà. C'est un point Alex, il y a un problème de micro, on t'entend plus là. Ah bon? Ah là, ça y est, c'est reparti. J'ai peut-être pas beaucoup de réseau en fait, c'est peut-être pour ça que ça. Ça C'est revenu là? Oui, c'est revenu. Ok, ça a coupé depuis longtemps ou? Non, juste un court Ok. instant. Ok, je continue. Et du coup, oui, sur la lucidité, sur l'humeur, c'est vrai que des fois, on va pas avoir dormi de la nuit, puis on va s'apercevoir que notre option est mauvaise. Donc, le manque de sommeil, plus un peu la gueule de bois à l'amont du classement, souvent c'est amplifié, alors que on sait très bien qu'il y a encore plein de choses possibles et qu'on va se refaire, mais c'est vrai que j'ai des souvenirs très concrets de m'être énervé parce que j'avais pas assez dormi et que le classement était pas très bon, alors qu'en fait, il était tout à fait bon. Et voilà, donc un peu de voir tout en rose au début de l'étape et tout en noir à la fin de l'étape. Est-ce que j'avais vu d'autres aussi? Ouais, je pensais un peu à tout ce qui est récupération. Je crois, Rémi, je ne sais pas si tu en as parlé, mais je sais que tu m'en avais parlé, que selon les filles et selon les personnes, en fait, on pouvait être ce qu'on appelle du matin ou du soir, par exemple, des gens qui avaient énormément de difficultés à se lever le matin et pouvaient tenir longtemps, et inversement. Et je crois que, par exemple, même avec un jet lag de 12 heures, en fait, au fur et à mesure, en fait, les personnes qui étaient du matin, on va dire à Paris, étaient toujours du matin en Australie, quoi. Je crois que tu m'avais parlé de ça un jour. Donc, ça peut être important dans les récupérations de savoir, en fait, de pas se dire, tiens, comme on est décalé, je vais pouvoir me lever plus tôt ou des trucs comme ça, quoi. Alex, une question à ce propos justement. Est-ce que toi, tu as ta carte de sommeil, c'est-à-dire tu parles de différenciation, de spécificité selon les individus du matin, du soir. Est-ce que toi, tu as étudié ça et tu connais ta carte de sommeil pour aborder les courses et savoir quand récupérer, comment récupérer du coup et affiner un petit peu plus la stratégie sur la récupération? Ouais, justement, le travail qu'on avait fait avec Rémi était en partie là-dessus. Il m'avait mis des électrodes une fois à terre, juste avant une régate, et puis on avait pu déceler pas mal de choses. Par exemple, ça je le savais déjà, mais c'est vrai que ça avait été remis en évidence que j'avais une facilité à m'endormir ultra rapidement. Et ce qui est très pratique sur un bateau quand déjà on n'a pas beaucoup de temps pour dormir. Et puis après, c'est selon les. Là, Rémi en parlera mieux, mais selon les phases de sommeil, le sommeil paradoxal, tout ça. J'ai un peu oublié tout ça, Rémi, il faudra que tu reprennes la parole. Mais oui, je sais que entre minuit et 1h du matin, c'est toujours très dur pour moi. Donc voilà, et après, je sais que j'ai pas de problème à me lever le matin et que j'ai plutôt du mal à tenir le soir, quoi. Donc, Mais entre minuit et 2 heures du mat, c'est dur pour toi. Comment tu fais pour anticiper ça? Est-ce que du coup, tu préviens cette période de fatigue en récupérant, en faisant des sommeils flash ou, là, je sais pas, hein, je suis totalement candide ouais, là. en fait, souvent j'essaye. En fait, comme c'est dur et que je suis pas très lucide, en fait, si jamais les conditions météo, qu'il n'y ait pas de manœuvre en cours, des choses comme ça, j'essaye justement souvent d'aller me reposer sur cette période-là, en fait, parce que j'ai l'impression déjà, je suis sûr de m'endormir très vite et au moins de me reposer, et entre être pas lucide sur le pont à barrer en zigzagant ou être en train de dormir et de récupérer, autant faire ça. Après, le problème, c'est que entre minuit et 1h du matin, des fois, il y a une manœuvre à faire, il y a une île à contourner et tout. Et donc des fois,
cette phase-là, on est obligé de faire l'impasse dessus. Oui. Donc, mais du coup, tu peux forcer le sommeil. Est-ce que Rémi, il y a des situations où on peut justement rythmer notre sommeil de façon à anticiper les phases de sollicitation forte? Ouais, moi je crois que c'est vraiment l'enjeu. C'est vraiment l'enjeu de. C'est d'ailleurs comme ça qu'on essaie de travailler. C'est vraiment l'enjeu, c'est d'arriver à se projeter en fait dans l'avenir, savoir ce qui va nous arriver et d'appliquer finalement la bonne stratégie vis-à-vis de ce qui va nous arriver et à quel moment on devra être performant. Il y a des moments où on doit être performant, un match où Alexis, des zones tout à fait particulières, météorologiques ou etc., qui méritent en fait d'avoir un éveil d'extrêmement bonne qualité pour pouvoir être performant, d'être le plus au top possible. Donc ça veut dire que ça, il faut arriver à l'anticiper. Oui, moi, c'est ce que j'invite à faire. Alors, pour essayer de compléter un peu, et d'ailleurs, c'est un peu ce que tu dis, Sylvain, la première chose pour bien anticiper les choses, c'est d'abord de se connaître. C'est-à-dire que du coup, ça veut dire que chaque individu, alors on est tous là, je ne sais pas combien on est 15, on est 10-15 là autour de la table. On est 10-15 fonctionnements différents. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir essayer de faire ce que le voisin fait parce qu'en fait, on est différents. Donc, c'est extrêmement important de faire. Je parlais des différents points tout à l'heure. Quantité de sommeil, inertie de sommeil, etc., les points de mes dernières slides. C'est-à-dire que chacun de ces points-là doit être connu par le sportif lui-même ou éventuellement par les coachs si on a une vision comme ça. C'est ce qu'on a essayé de faire avec Alexis. Je suis content parce que ça laisse quelques traces. Ça fait déjà un petit moment, hein, ça devait être en 2010, hein, ça fait déjà 10 ans qu'on a fait ça avec Alexis. Donc, je suis content de voir qu'il y a des choses qui marquent parce que du coup, on a réussi à dire voilà, ok, Alexis, ton fonctionnement à toi, c'est plutôt comme ça. Alors, c'est vrai que on a là, matin, soir. Évidemment, vous avez quelqu'un du matin, vous mettez tout le monde sur le pont, entre guillemets, à l'entraînement. Il y a des sports, hein, ça commence très très tôt. Hein. Enfin, voilà, il y a des gymnastes, là, on est les gymnastes, ça commence tôt. Les nageurs, ça commence hyper tôt aussi, hein, de mémoire. Footballeurs, ça commence moins tôt. Je ne sais pas au rugby comment ça se passe. Je ne sais pas quels sont les sports qui sont autour de la table, mais c'est vrai que du coup, on peut se trouver avec des gens qui sont plutôt à l'aise avec des entraînements qui sont très, très, très tôt, et puis des gens qui sont moins à l'aise avec cet entraînement très tôt, mais qui seront beaucoup plus performants un peu plus tard. Et ça, mine de rien, tout ce que vous pouvez, pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'arrivez pas, comme on dit, vous ne ferez pas un cheval d'un âne, non, c'est pas ça, une expression pourrie là, mais enfin bon, bref. On a compris. Voilà, vous avez compris. C'est le principal. Ah, Non, mais merci. ce que je veux dire, c'est que vous ne pourrez pas aller vous pourrez pas aller facilement contre nature. Donc, c'est un point qui est extrêmement important. Et donc, il faut connaître ces joueurs de la même manière que vous avez leur carte physiologique à certains aspects de leur performance qui est liée à votre sport. Eh bien, pour le coup, c'est extrêmement important. Je vois qu'il y a une question, mais je vais juste, pour pas oublier, juste parler d'un truc. Ce qui est important aussi, et Alexis a noté ce point-là, et je crois que c'est aussi quelque chose que vous pouvez retenir, c'est qu'en fait, on n'a pas forcément une très bonne perception de son état. C'est-à-dire que, alors, en particulier lorsqu'on manque de sommeil, et alors, par exemple, lorsque vous avez des déplacements et que du coup, vous rentrez tard le soir d'une compète et que vous avez un entraînement assez rapidement et que éventuellement vous enchaînez des matchs ou des compétitions, eh bien, du coup, il faut aussi se poser la question de l'état réel des gens, de l'état réel des sportifs, parce que leur discours, évidemment, si vous avez une feuille de match à respecter, les joueurs, ils ont envie de jouer, donc si vous leur demandez, ils vont éventuellement un peu gruger le truc, ça c'est clair. Mais enfin, il faut bien considérer qu'il n'y a pas que de la filouterie, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément une très bonne perception de leur état. C'est ce que disait Alexis. Là, on est évidemment dans des cas qui sont relativement extrêmes, mais le jeu de la bouboule rouge, qui est le temps de réaction, qui me permet moi de savoir en fait dans quel état est le cerveau, vous avez compris en tout cas, eh bien du coup révèle que Alexis pense que finalement il est pas trop mal, ça va, puis en fait non, ça va pas du tout. Hein. Enfin, alors ça fait partie du jeu, c'est pas grave, mais c'est voilà, son état n'est pas du tout celui dans lequel il pense être. Ok. Bon, on reviendra peut-être dessus, peut-être laisser Mickaël poser sa question. Bien sûr.
Ouais, bonjour. Donc du coup, en fait, nous au rugby, on est extrêmement sensible à ces idées de sommeil parce que par exemple, on a aussi des internes, tu sais, qui viennent le lundi matin très tôt. Par exemple, je pense à un jeune chez nous, particulièrement de Dunkerque, qui prend le train hyper tôt le matin pour arriver chez nous. Il fait sa journée de lycée, puis après, il enchaîne le soir sur l'entraînement du lundi soir. Par exemple, nous, on a différents lycées, donc du coup, différents créneaux d'entraînement en fonction des lycées. Avec le Sacré-Cœur, donc un lycée privé, on a des entraînements le vendredi matin. Et en fait, nous, on a découvert cette pratique du matin là, qu'on applique du coup là où je vais derrière avec le CDF aussi, avec Jérôme Dunet. Et en fait, on se rend compte que sur les entraînements du matin, donc forcément, on a peut-être de la chance dans la constitution de nos groupes. On a peut-être plus, comme tu dis, des gens du matin, mais que par contre, la qualité cognitive des joueurs le matin, elle est mais décuplée. Parce que par exemple, moi, je fais la technique individuelle et la tactique, donc de l'adaptation dans la situation. Et vraiment, les mecs sont beaucoup plus réceptifs et on voit que les choses, ils les remettent bien mieux que le groupe qu'on a, dans le même groupe d'entraînement avec des joueurs qui sont pratiquement vraiment des mêmes qualités le lundi soir, quoi. Vraiment, cet entraînement et même nous, staff, après, moi, je suis vraiment du matin. Hein, je peux me lever à 3 heures, ça ne me dérange pas. Hein. Par contre, me coucher tard, c'est plus compliqué. Mais même le staff, hein, tout le monde a une qualité d'éveil et de travail qui est vraiment plus forte. Et donc, ça, c'était la question que j'avais. C'est est-ce que, qu'on soit du matin ou du soir, ça joue là-dessus? Est-ce que ça ne. Enfin, j'ai pas l'impression, moi, quand je le vois, que ça ne correspond pas à des gens, cet entraînement du matin, alors que je pense si, quoi. Alors, ok, merci pour la question. Elle est extrêmement intéressante et hyper pertinente. Il faut bien qu'on fasse attention quand on parle des gens du matin ou des gens du soir. D'abord, en fait, on va dire que 90% des gens sont ni du matin ni du soir. Déjà, pour commencer. C'est-à-dire, voilà, déjà la réponse, et pardonnez-moi, c'est une réponse de Normand, on dit chez moi. Non, ce que je veux dire par là, c'est que, alors, il y a des gens extrêmes, ils sont relativement peu nombreux. Par contre, on a quand même des gens. Alors, quand on dit quelqu'un du matin, c'est-à-dire, faut bien considérer que c'est une sorte de préférence quand même. C'est-à-dire, du coup, il y a quand même un aspect qui n'est pas forcément un aspect biologique. Hein. C'est un aspect qui peut être un peu psychologique. Alors, même si la psycho, ça peut rester de la bio à certains aspects. Mais enfin, voilà. Donc, par contre, il y a des gens qui seront pas prêts à 8 heures à bosser et des gens qui seront plutôt, il faudra qu'ils aient 8h30, qu'ils attendent 8h30. Donc, tu vois, le décalage, des fois, il n'est pas forcément très long, ou alors il faut une mise en route tout à fait particulière. Bon, alors, c'est une première réponse qui n'est pas géniale. La deuxième réponse, quand même, que je vais donner, et ce que je n'ai pas expliqué là dans la presse, c'est que quand on parle d'horloge biologique, il y a un indicateur, et je ne sais pas si Alexis, on avait bossé là-dessus avec toi, je ne me souviens pas trop, mais en fait, il y a un indicateur qui est un révélateur en fait, du fonctionnement de l'horloge biologique, c'est la température centrale. C'est-à-dire qu'on utilise, il y a une boîte à Caen d'ailleurs qui s'appelle Bodycap, là, qui bosse, je ne sais pas s'il y en a qui bossent avec, et Bodycap, ils font des petites gélules qu'on avale et puis qui mesurent la température centrale. Moi, ça me sert en fait à observer les variations de température centrale et de révéler en fait le fonctionnement de l'horloge biologique. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte de toute façon, et ça c'est connu depuis très longtemps, on se rend compte que les pics de température centrale, il intervient le soir, c'est-à-dire qu'en fait le corps est plus chaud le soir et est plus froid le matin. D'accord? D'un point de vue vraiment central. Un cerveau, ça marche, ça marche bien quand la température est faible. Mettez quelqu'un avec un coup de chaud, regardez les championnats du monde d'athlé à Doha, c'était le bordel. D'accord? C'est-à-dire que du coup, en fait, les coups de chaud, vous savez bien, vous, en tant que sportif, que la thermorégulation, ça pose d'énormes limitations en fait, à l'exercice. Donc, vous vous retrouvez en fait avec le soir des capacités cognitives qui sont de fait plus faibles que le matin. C'est-à-dire que, et ça c'est connu depuis assez longtemps aussi dans les problématiques d'apprentissage. On dit, même à l'école, hein, Testu, hein, qui a mis en place pas mal les dernières lois en tout cas comment je dirais,
Merde, j'arrive pas à trouver le mot, bon, c'est pas très grave, de planification de l'école, là, voilà, de rythme à l'école, rythme scolaire, voilà, ça j'y arrive. Du coup, c'est quoi l'idée? C'est que en fait, les apprentissages cognitifs, purement cognitifs, ils doivent être plutôt le matin, et les apprentissages qui sont, ou du moins les aspects qui sont beaucoup plus physiques, peuvent intervenir le soir. Vous faites un exercice, une température élevée va être forcément un peu plus bénéfique parce que vous avez de la fluidité articulaire, musculaire, etc. Et donc, c'est vrai qu'on doit s'attendre en fait à des capacités physiques qui sont plus importantes le soir, alors que les capacités cognitives sont plus importantes le matin. Donc ça, c'est un peu dans la stratégie d'entraînement. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait imaginer que sur des aspects tactiques, comme tu viens de l'évoquer, Michael, c'est-à-dire que sur les aspects tactiques ou les aspects cognitifs, bah, du coup, le matin, c'est beaucoup plus propice. Et c'est peut-être ça, en fait, finalement, qui te fait dire que ton entraînement du vendredi matin, tu le trouves beaucoup plus de qualité, alors que finalement, peut-être qu'en termes de quantité, tu peux peut-être bourriner beaucoup plus, en fait, sur des entraînements du soir. Tu vois, tu peux peut-être avoir des aspects beaucoup plus physiologiques costauds le soir. Donc, si je résume, j'entraîne le matin et je laisse le prépa physique le soir. Ça me paraît pas déconnant. Ça me paraîtrait pas tout à fait déconnant. Et ça, tu vois, il y a des études, des vieilles études. Hein, là, j'ai plus les noms pour vous envoyer vers regarder ça, mais il y a des vieilles études où c'était des mecs qui regardaient des performances en 100 mètres, 100 mètres natation, tu vois, par exemple. Tu fais des performances qui sont bien plus élevées le soir que le matin. C'est-à-dire que du coup, vraiment, on a un calage des performances physiques avec en fait l'élévation ou la diminution de la température centrale, avec l'évolution de la température centrale. Et donc c'est vraiment une sinusoïde, ça se répète tous les jours et c'est un marqueur de l'horloge biologique qu'on utilise nous pour regarder les caractéristiques. Pour sur mes entraînements du soir, j'y mets plus du rythme, de l'intensité que des apports vraiment très tactiques et précis sur le volume, hein, je dis bien. C'est mon avis. Ouais, merci. Merci pour ta réponse. Une remarque intéressante. Et justement, cette courbe-là, tu disais par rapport à la température centrale, elle peut être individualisée avec des capteurs qui nous permettent de savoir, selon les athlètes, quel profil ils ont et optimiser justement leur temps d'apprentissage physique ou cérébral, si on doit dissocier les deux. Ouais. Alors, bon, oui, la réponse est oui, ça existe. Hein. Je parlais de Bodycap, qui est une boîte à Caen, là, qui est pas très loin. Ça m'intéresse justement de voir comment ils travaillent et si ça peut faire tâche d'huile avec les différents centres d'entraînement. Là, j'ai pas de. J'irai voir tout à l'heure, mais j'ai pas. Je dois en avoir quelque part là, des gélules Bodycap et le système. Alors, donc oui, ça existe. Mais attention quand même. Alors déjà, ça coûte la blinde, hein, clairement. Ça coûte 50 balles à chaque fois que tu bouffes une gélule. Et donc, déjà, c'est un coût. Puis je ne fais pas de dessin, mais tu la récupères pas. Donc, à chaque fois que tu veux faire une évaluation, c'est 50 balles. Si tu as une équipe de rugby, tu as intérêt à ce que ça te serve, hein, parce que du coup, il y a du monde sur le terrain. Oui, mais est-ce que ça peut se faire ponctuellement, tu vois, par exemple, en effet, 50 € par gélule, si tu le fais sur 1 ou 2 journées à une période de la saison, et puis une fois que tu as ça, tu as quand même un capital de départ. Ouais, tu as tout à fait raison. Maintenant, je pense que très, très concrètement, dans la majorité des cas, tu n'as pas forcément besoin de ça parce que finalement, le modèle que je viens d'expliquer, en fait, il est assez, théoriquement, en fait, il est reproductible chez tout le monde. Tu vois? C'est-à-dire que du coup, bon, alors, si tu fais de la très très haute performance et que vraiment tu as besoin de te prendre vraiment le chou sur des points de détail, je dirais que peut-être c'est intéressant. Moi, j'ai commencé à bosser justement avec des voileux sur ce truc-là. J'ai testé, hein. Je me souviens, c'était à Granville d'ailleurs. J'ai testé ce truc-là pour essayer justement de pouvoir donner des warnings sur les points où la température était le plus faible. Vraiment essayer de dater en fait avec le plus de précision possible. Alexis nous disait tout à l'heure qu'à 1h du mat, il n'était pas en forme et que voilà, donc lui, il sait maintenant que finalement ce moment-là est pas génial pour lui, donc il va l'anticiper. Donc moi c'est vraiment ce que je voulais faire. Dans les faits, c'est pas si simple que ça, hein. C'est parce que c'est une gélule que tu bouffes, température centrale, donc ça veut dire que dès que tu vas boire un coup de flotte, tu vas avoir un décrochement de la température. Donc on est obligé de remodéliser les choses. Enfin, voilà, c'est pas dans les faits.
Dans la théorie, c'est canon et dans les faits, c'est pas génial. Alors concrètement, quels outils on peut utiliser facilement pour gérer? On parlait tout à l'heure justement, c'est Alexis aussi qui l'évoquait, sur les problèmes de conscience de son état. Et Oui. de dire, bah, en début de course, tout va bien, en fin de course, tout va mal, alors qu'en fait, finalement, la fin de course, c'est pas si mal que ça. Quels sont les éléments qui peuvent nous permettre, en tant qu'athlète ou en tant qu'entraîneur, justement, d'avoir une plus grande conscience de son état et de pouvoir dire, bah, là, je suis capable, en effet, d'optimiser ma perf, ou au contraire, il faut mieux que j'assure parce que je vais forcément faire des erreurs. Et Ouais. tolérer, justement, ces erreurs. Ouais. Alors, bon, il y a les outils classiques qui sont subjectifs, que vous connaissez, hein, toutes les échelles diverses et variées. Nous, on utilise avec les Sportco, on utilise pas mal l'échelle de Hooper, que vous connaissez, j'imagine, sur la récup, là, qui nous permet d'avoir un aspect sommeil, mais aussi un aspect lié aux capacités physiques, en particulier douleurs musculaires, etc. Parce que si vous faites des grosses charges d'entraînement, bah, du coup, vous avez une répercussion évidemment aussi sur les douleurs musculaires. D'ailleurs, on s'est rendu compte que sur une grosse charge d'entraînement, je vous fais la petite parenthèse, mais je vais revenir sur ta question bien sûr, sur des grosses charges d'entraînement, si vous sollicitez des efforts excentriques, des contractions excentriques, ou que vous travaillez sur des charges à PMA par exemple, et bien du coup, en fait, le sommeil derrière, il est quand même un peu dégueulasse, hein. C'est-à-dire que du coup, vous vous rendez compte que ça tire. Et donc, il faut faire gaffe aussi avec ça. Ça, c'était un peu la petite parenthèse. Donc, nous, on utilise l'échelle de Hooper, là, qui nous semble plutôt un outil qui est plutôt sympa. Facile, très facile à utiliser. Avec les pros, là, nous, on a systématisé. Alors, on a développé en fait notre propre logiciel en fait, pour faire des évaluations et pour pouvoir rendre aussi les bilans individuels et collectifs aux coachs et aux joueurs. Bon, bref, donc on a un truc sur tablette, on fait nos petites popotes. Donc, échelle de Hooper. Vous avez évidemment toutes les théories Foster, Bannister pour suivre la charge d'entraînement et donc l'utilisation de Borg et des RPE. Donc ça c'est aussi important parce que je vous ai dit que finalement après une nuit de sommeil de mauvaise qualité, et bien du coup vous avez des RPE qui sont plus élevés. Ça va, je parle pas chinois, hein, je pense, on Non, est non, d'accord moi, je pense pas. quand même. Donc, on a des RPE sur des exercices type. Vous pouvez mettre en place une petite routine type et puis faire une évaluation de la perception de l'effort qui peut être intéressant. Ou alors, je sais pas moi, soulever des charges avec, je sais pas, un certain nombre de RM, je sais pas quoi, machin. Vous essayez de systématiser, vous pouvez avoir un avis. Et puis après, si vous avez un tout petit peu de sous, il y a un truc que moi je trouve pas mal, qu'on vient d'acheter, mais que j'ai pas encore trop utilisé dans ce cadre-là, mais c'est BlazePod là. Je sais pas si vous connaissez BlazePod, hein, c'est un système, ça doit coûter 500 balles. Sur le truc de base, c'est Attendez, laissez-moi une seconde, j'arrive. Alors pendant ces quelques secondes d'absence, n'hésitez pas à intervenir, hein. Moi, je vais monopoliser les questions si vous me laissez faire. Donc, on fera peut-être un petit tour de table sur les disciplines pour savoir comment vous gérez ça aussi, aux fatigues. J'ai l'impression en fait que je vais pas vous montrer quoi que ce soit parce que j'ai l'impression que mes étudiants sont partis Ouais. avec. Bon, alors BlazePod, en fait c'est ça, ça s'écrit comme ça, BlazePod, si vous voyez. Ouais. Ok. En fait, BlazePod c'est un système de jeu de temps de réaction avec des petites couleurs. Vous voyez, on voit ça des fois. On a tous vu les pilotes de bagnole de rallye là, qui allaient taper à droite à gauche des trucs de temps de réaction. Donc ça peut quand même pas mal démocratiser là avec la techno. Il y a une appli, ça vous permet vous pouvez même créer vos propres tests de mémoire. Et puis du coup, hop, vous avez voilà, c'est un peu le jeu de la bouboule qu'expliquait Alex. ici tout à l'heure. Et ça permet quand même éventuellement de voir un peu l'état d'éveil. Et donc, pour moi, qui révèle en fait le besoin de récupération ou pas. C'est-à-dire que si vous voyez que les performances chutent, eh bien, du coup, vous pouvez vous dire qu'il y a un problème qui est éventuellement lié au sommeil et à la récupération. Ça, c'est un truc que vous pouvez, je pense, utiliser. Et puis après, bah, c'est clairement de faire
voilà, de faire du suivi régulier de la quantité de sommeil, qui donne des choses qui sont extrêmement intéressantes. Donc, je vous dis, avec les hockeyeurs et les footballeurs, là, on a créé un système qui permet, en fait, tous les jours à l'entraînement, les joueurs arrivent, bon, on est dans le sport pro, hein, donc forcément, c'est le coach qui décide et puis les joueurs suivent. Donc, tous les matins, les joueurs arrivent à l'entraînement et puis, du coup, disent à quelle heure ils sont couchés, à quelle heure ils sont levés, dans quel état ils sont. Alors, bien évidemment, on se rend compte qu'il peut y avoir, il y a un peu des joueurs qui n'ont pas envie de raconter, ça c'est vrai. Mais si la démarche elle est comprise, si la démarche elle est bien comprise par les joueurs, que c'est dans l'intérêt des joueurs puisque on prévient les blessures, qu'on fait jouer, on veut faire jouer les joueurs à leur meilleur niveau, etc. Pour l'équipe, bien évidemment, mais aussi d'un point de vue individuel. Et je pense les joueurs sont capables de comprendre ça et généralement ils jouent bien le jeu. Donc vous pouvez mettre en place des outils. Voilà, nous on en a, mais des outils, vos propres outils, tout est possible, quoi. Bien. Je proposais tout à l'heure un petit tour de table et de questionner les entraîneurs et cadres qui sont présents sur cette gestion du sommeil, s'il y avait des questions particulières. Est-ce que pour toi, Joël, puisque tu es face à moi là, il y a une approche particulière chez les gamins qui font Tennis Europe et qui ont à gérer, alors peut-être pas tant que ça le jet lag, mais en tout cas des rythmes très variés entre le scolaire, le sportif. Ouais, disons que d'abord pour revenir sur les propos du collègue de rugby tout à l'heure, c'est vrai que nous, depuis qu'on a intégré la structure du CRJS et on est parti sur des créneaux d'entraînement tôt le matin, on apprécie énormément et on trouve les enfants très réceptifs sur les créneaux du matin. Je vois ce que disait Michael. Ouais. Ce qui nous faisait, j'avoue, très humblement peur dans un premier temps, mais finalement, que ce soit nous ou que ce soit les enfants, ils apprécient énormément ce créneau-là et c'est vraiment un créneau sur lequel on les trouve à la fois très réceptifs et très performants. Par contre, par rapport à ce que tu évoquais sur la gestion de la récupération et du sommeil sur les tournois, on se heurte à différentes difficultés. D'abord, c'est pas toujours facile. On a souvent des enfants qui sont plusieurs dans la même chambre. C'est pas toujours facile avec des enfants qui n'ont pas les mêmes rythmes de sommeil et qui n'ont pas les mêmes habitudes éducatives parce que certains passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et on a du mal à les en décrocher. Et d'autres ont besoin un peu plus de sommeil et de sommeil tôt. On a aussi la difficulté à gérer le fait que certains jouent en tout début de matinée dans la programmation et d'autres en tout début de soirée, donc toute fin d'après-midi. Donc on est obligé malheureusement, quand ils sont deux dans la même chambre, de lever tout le monde quasiment à la même si on ne veut pas le faire, mais le fait qu'il y en ait un qui se réveille, qui ait besoin de s'échauffer un peu plus tôt dans la matinée, c'est compliqué parce que l'autre est réveillé, donc les temps de sommeil et de récupération sont difficiles. Et quelque chose qu'on a beaucoup de mal à gérer, c'est le temps de récupération dans la journée. J'ai entendu parler de la sieste. Avec des tout jeunes joueurs, c'est très compliqué de réussir à les mettre au calme. Alors la mise au calme se fait c'est encore possible. Quant à la sieste, elle est quasiment impossible et on n'arrive pas à gérer ce genre de choses. Donc c'est vrai que plus le tournoi arrive, alors pour les meilleurs qui le gèrent assez bien, ça fait quand même quelque part, je pense, la différence. Mais plus le tournoi avance et plus on se rend compte que leur capital énergétique et la fatigue arrivent au fur et à mesure et le niveau de performance a tendance à baisser effectivement dans l'enchaînement des journées. Ouais. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué et aujourd'hui, moi j'avoue très humblement de ne pas avoir trouvé la solution et c'est pour ça que ça m'intéressait d'entendre les débats ce matin, mais avec des tout jeunes joueurs, je trouve ça très compliqué de réussir à trouver la solution. Ouais, j'entends bien. Dis-moi ce que tu appelles des tout jeunes joueurs, ils ont quel âge c'est quel âge? C'est des enfants qui ont 12 ans, quoi. Okay, des moins de 12. Là, on a des enfants qui sont sur les circuits Tennis Europe moins de 12, moins de 14. Et là, c'est vrai qu'ils ont d'autres attentes dans les moments de non-jeu que d'aller faire la sieste ou de se reposer. C'est bien sûr, c'est des gosses, il n'y a pas de problème, tu vois. Je comprends tout à fait la problématique. Il y a un truc que tu évoques, tu as regardé justement, tu as un peu
créer un peu leur carte, je ne veux pas te dire leur carte d'identité de sommeil, mais je ne sais pas si c'est peut-être quelque chose qui peut être intéressant. Tu parlais, en tout cas, parce que tu évoques plusieurs points. Et donc, du coup, le premier point auquel je pense, moi, c'est, tu disais, bah voilà, le matin, il y en a qui sont réveillés plus tôt ou d'autres plus tard. Ça peut poser problème. Est-ce que, du coup, est-ce que tu arrives à tu les laisses en fait crécher dans leur chambre parce que c'est les copains, quoi, en fait, j'imagine aussi. C'est aussi. On est Je d'accord. dirais, je dirais qu'on n'a pas trop le choix parce que, bon, généralement, on part pas avec 10 joueurs, hein, on part avec Ouais, 2, 3 joueurs et de toute ok. façon, l'organisation du tournoi nous impose que ces joueurs soient dans la même chambre. Donc on n'a pas vraiment le choix que de Oui, les d'accord. mettre dans la même chambre et s'ils ont des cycles de sommeil différents, ben, ils sont obligés de s'adapter au cycle de sommeil du copain, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, oui, alors j'ai pas dit qu'on allait pouvoir résoudre tous les problèmes, mais, je pense que tu vois peut-être. Bon, moi, je suis prof, hein, donc forcément, et puis de toute façon, vous êtes éducateur, et vous croyez dans les vertus de l'éducation. Moi, je crois que tu pourrais peut-être aussi, peut-être que eux, ils se connaissent entre eux. Peut-être que ça pourrait aussi être une piste qui puisse savoir que le pote de la chambre, et ben, du coup, même s'ils le savent de façon de fait, parce qu'ils voient bien quand ils se lèvent le matin que l'autre il dort encore, etc. Et peut-être que du coup, il y a peut-être une sensibilisation à faire. J'imagine que tu le fais, mais je sais pas. Je pense à ça comme ça, un peu en live, hein, pour pas mentir. Mhm. Euh, euh, c'est sûr que bah, c'est vachement bien après sur l'autre point de vue de toute façon de faire une mise au calme. Une mise au calme, je pense que ça faut insister, il faut essayer de la faire. Enfin bon, bah là je vais pas inventer la poudre, hein. Tu sais, tu connais mieux tes joueurs et tu connais le métier comme moi, enfin mieux que moi, j'imagine. Donc là tout de suite maintenant, j'ai pas de solution dans cette situation-là, qui est une population aussi que je connais pas très bien, à part avoir des enfants du même âge, mais sinon, euh, voilà, moi quand j'ai besoin de leur faire comprendre quelque chose sur la physiologie à mes enfants, je leur fais regarder Il était une fois la vie. Du coup, ça rentre plutôt pas mal. Ils comprennent pas mal assez vite que le sommeil, c'est important. Forcément. Mais non, je sais pas. Peut-être créer des cartes d'identité, faire des visuels, que eux, ils comprennent le truc. Je sais pas, c'est une piste que j'ai là tout de suite maintenant, mais je sais pas. Mais je suis pas étonné de ce que tu me dis en tout cas. Euh, oui, Maline. Alors, oui, Valérie. Alors, peut-être juste, Joël, il est CTF de tennis, il s'occupe de l'entraînement quotidien des joueurs de tennis sur la Ligue de Normandie. Et puis Maline, tennis de table. On reste dans le tennis, mais de table. C'est juste une question, s'il vous plaît. Est-ce que la sophrologie peut améliorer la qualité de sommeil? Et après, je vous dis pourquoi. Parce que en fait, nous, on travaille avec un sophrologue à la CRGS de Petit-Coron. Et j'ai eu quelques retours. Donc voilà, depuis que je fais la sophrologie, je donne mieux, quoi. Je voulais avoir votre avis, s'il vous plaît. Bah oui, oui, je l'évoquais tout à l'heure, pas avec la technique sophrologie, mais c'est certain que, enfin, pas forcément avec la technique de sophrologie, qui du coup, moi, je la considère comme une technique de relaxation et de gestion, on va dire, du stress. Allez, je vais l'appeler comme ça, c'est pas forcément très bien, le très bon terme, mais au moins, on va avoir le même langage. Euh, bien sûr que ça va dans le bon sens. C'est-à-dire que la capacité qu'un individu va avoir de se recentrer en fait sur d'autres aspects que les aspects très stressants finalement de son cerveau, et c'est à ça que sert la sophro, bah, du coup va permettre un endormissement de meilleure qualité, probablement plus rapide, c'est-à-dire qu'on va probablement pouvoir raccourcir la période d'endormissement. Et si on a un endormissement plus de meilleure qualité, là, c'est peut-être pas très scientifique ce que je vais vous dire, mais je suis persuadé qu'on a, d'une manière générale, une qualité de sommeil qui est améliorée derrière. C'est-à-dire que du coup, s'endormir calmement sera toujours, à mon avis, mieux que de s'endormir tout énervé et finalement de tomber d'épuisement. Enfin, je sais pas si je suis très clair dans ce que je raconte, mais du coup, pour la qualité du sommeil et pour la suite de la nuit, je pense qu'un endormissement
calme permettra une nuit plus calme. Donc oui, bien entendu, les techniques de sophrologie, d'hypnose, d'auto-hypnose, de je sais pas quoi, de Yoga, séance yoga. training, voilà, il y en a plein. Il y en a plein. Et donc, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Alors là, c'est encore une fois, il faut que les gens. Je sais pas, Alex, tu utilises toi un peu cette technique-là? Tu fais comment pour t'endormir? Je pense que ça peut être intéressant d'avoir l'avis d'Alex. Il est encore là, Ouais, Alex? j'allais lui poser la question. Oui, il est là, sa petite bulle. Ouais, je suis toujours là. Moi, comme je le disais tout à l'heure, j'arrive à m'endormir très facilement, parfois trop. Donc, j'ai pas eu beaucoup besoin de technique. Après, je sais qu'on avait parlé, on avait été avec mon coach mental Gilles Monnier qui en fait, lui disait nous le problème des fois c'est que les conditions sont hyper bonnes à bord d'un bateau, on n'a pas forcément envie de dormir, mais c'est quand même un bon moment pour se reposer quoi. Et donc on essayait vraiment de penser à autre chose, de faire un peu d'auto-hypnose. Et en fait ça marchait pas mal en fait parce que des fois on s'allonge dans la banette, on va dire, de notre plage, qui est quand même pas très confort. Et, on a les yeux grands ouverts et en fait, en pensant à autre chose, un peu de relaxation, on arrivait à s'endormir plus vite. Je sais pas si j'ai répondu à la question. Mais... Tu as toujours été un dormeur rapide et facile dans ta vie ou c'est quelque chose que tu as travaillé et tu es devenu comme ça parce que tu as appris à mieux te maîtriser? Non, j'ai toujours été comme ça. Je pense même que cette famille, mon père, mon grand-père sont exactement pareils. On est capable de s'endormir un peu en claquant des doigts et n'importe où. Et c'est un peu ce qui me faisait peur. Par contre, c'était quand j'ai je voulais faire le Figaro depuis tout gamin et j'avais un peu peur en fait que le sommeil soit un frein en fait à la performance et en fait pour le coup je me suis aperçu que c'était pas du tout un frein parce que déjà j'arrivais à m'endormir facilement et à me reposer du coup facilement et surtout que j'avais pas énormément besoin de sommeil en course en fait. Je pense que notamment l'adrénaline ou je sais pas, la compétition, ce que ça procure, ça vaut tous les cafés du monde et parce que par exemple, c'est ultra dur pour moi de rester éveillé sur une course en équipage où je sais que il n'y a pas besoin de moi en fait, que le bateau va continuer à naviguer sereinement et en sécurité, ou même sur un convoyage, alors que sur une solitaire, je suis capable de très peu dormir et voire même de moins en moins dormir au fil des années. Quoi. Ouais. Donc voilà, non, c'est pas un truc que j'ai forcément travaillé. J'ai une question. On a parlé du sommeil. Présente-toi Lydie. Alors, Lydie, ancienne volleyeuse et entraîneur. La problématique majeure que moi j'ai connue en tant que joueuse, donc je faisais énormément de déplacements le week-end, et que j'ai connue en tant qu'entraîneur, c'est que quand vous vous déplacez le week-end, vous faites 6 heures, 7 heures de route, soit en voiture ou en avion, souvent, soit vous dormez, donc vous arrivez à l'hôtel, donc il y a la problématique de comment gérer le soir pour retrouver le sommeil. Alors si vous jouez le samedi soir, il y avait la problématique de ceux qui s'étaient endormis et que le soir c'était un peu pour les remettre un petit peu en réveil musculaire, j'aurais tendance à dire. Ou alors quand vous vous déplacez, que vous jouez le lendemain, il y a tout un décalage qui se fait. Alors on a aussi évoqué la problématique du temps de sieste. Au moins en tant qu'entraîneur, j'avais trouvé la parade, c'est qu'on avait fait des chambres selon les rythmes des unes. Pour qu'elles puissent dormir ensemble, celles qui avaient besoin de sommeil, celles qui n'ont pas besoin qu'elles aillent se promener. En fait, on avait adapté selon les capacités des unes et des autres. Mais la plus grosse problématique qu'on avait quand même en règle générale, c'est le temps de déplacement qui est long. Donc en règle générale, les joueuses ou même moi, on dort. Et quand vous dormez, vous arrivez, vous avez fait 6 heures de route et que vous devez enfiler votre short et aller jouer, c'était un peu compliqué en règle générale le temps de remobiliser tout le monde. Donc c'était plus la problématique du rythme du sommeil du week-end sur un déplacement que dans la semaine même qui en décale tout aussi. Parce que quand vous revenez le dimanche, vous avez fait 6 heures de route, 7 heures de route, où vous avez pris l'avion et que le lundi matin vous avez des joueuses qui étaient aussi étudiantes, qu'à 8 heures elles devaient être en cours, c'était un peu compliqué. Donc c'était plus ce problème-là. Alors aujourd'hui, je pense que tout le monde doit encore le retrouver, je pense, parce qu'il y a toujours autant de déplacements. Moins cette année. Moins cette année, depuis l'année dernière. Mais
voilà, moi ça a beaucoup été plus ce problème-là à gérer en tant que joueuse et en tant que coach que dans la semaine, bon, ça se gérait différemment. Ouais, bien sûr, évidemment, si tu reprends là ce que j'ai dit aujourd'hui, je pense que dans la présentation, je pense que tu peux trouver quasiment toutes les clés. C'est-à-dire que le premier truc que j'ai dit, c'est que la cocotte minute, finalement, enfin, peut-être que je ne l'ai pas bien dit comme ça, mais la cocotte minute, elle a besoin d'être suffisamment en pression pour pouvoir dormir. Ça, c'est le premier truc. C'est-à-dire que si tu étales ton sommeil au fur et à mesure de la journée et que tu dors dans le bus, par exemple, et bien du coup, tu crées quoi? Quand tu dors, tu dissipes la pression de la cocotte minute. J'espère que je suis clair, hein. Et bien, du coup, le soir, au moment où d'habitude on va s'endormir, la pression dans la cocotte minute, elle n'est pas assez importante. Donc, on retarde le sommeil. Et du coup, par rapport à tu te souviens les rails là que je faisais voir, bah, du coup, tu décales tes rails parce que ton horloge biologique, elle te dit, OK, il fait nuit, mélatonine, on a envie de dormir. Et puis en même temps, tu n'as pas assez de pression dans ta cocotte minute. Et dans ce cas-là, eh bien, du coup, tu n'as pas les deux qui travaillent ensemble. Donc, tu vas retarder ton endormissement. D'accord? Ça, c'est le premier point. Donc, je dirais que la première solution, si on fait ça, c'est d'essayer de ne pas je vais le dire comme ça, presque d'interdire le sommeil dans le bus. Je sais, c'est pas facile. J'ai pas dit que c'était facile, mais en tout cas, peut-être que la première solution, si ça pose problème, c'est du coup d'essayer de peut-être d'interdire ça. Il y a une deuxième problématique que tu évoques, c'est effectivement que si tu dors dans le bus et que tu dois enfiler ton short le soir, tu es dans un état enfin, un mauvais état pour deux raisons. D'un point de vue musculaire, parce que tu es resté assise et inactive dans le bus pendant un certain nombre d'heures et que là, effectivement, tu as besoin de remobiliser, en fait, je dirais, les aspects mécaniques. Ça, c'est une première chose. Donc, peut-être de faire réchauffer la machine, etc. Donc, c'est ce que tu as appelé le réveil musculaire. Et puis après, si tu as dormi, et c'était un peu l'effet de la sieste dont je parlais tout à l'heure, et de l'effet inertie de sommeil, là, je pense qu'il faut faire attention, c'est pas un réveil musculaire, c'est plutôt un réveil cognitif. Finalement, c'est c'est probablement lié, tu vas me dire. Mais il n'empêche que, par exemple, les joueurs, moi, je leur propose souvent de se mettre au deux par deux et d'essayer de se faire des interactions cognitives, des petits jeux comme ça où on doit rattraper des crayons, des machins, etc., des trucs tout bêtes, mais qui en fait cherchent à remettre le cerveau en route plus que l'aspect musculaire et articulaire, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, effectivement, il y a l'aspect jet lag c'est un peu l'aspect jet lag social, c'est-à-dire tu fais ton match, tu rentres et le lundi matin, tu dois être en cours, etc. Voilà. On voit bien que la complexité de la gestion du sommeil, elle est vachement élevée parce qu'en fait, et c'est pour ça que j'aime vous parler des différents principes et de les prendre de façon très indépendante, de les comprendre de façon tout à fait indépendante pour que point par point, on essaye de lever en fait les problèmes. C'est-à-dire là, tu as parlé du voyage en bus et du sommeil dans le bus qui pouvait poser un problème de décalage finalement le soir à l'endormissement. Tu as parlé en fait des problèmes d'inertie de sommeil qui est lié au fait qu'on va dormir dans le bus, mais qui va poser un problème sur la remise en route. D'accord? Et donc pour moi, c'est deux aspects qui sont totalement différents qu'on doit scinder dans la stratégie. Et puis après, tu as l'effet de récupération après match. Quand tu rentres à 3 heures du matin parce que tu as été joué à 600 bornes et que tu n'avais pas de pognon pour le faire en avion privé et que tu l'as fait dans un bus Flixbus, du coup, forcément, c'est forcément compliqué parce que derrière, il y a les aspects de boulot, de fac et compagnie qui va du coup engendrer, c'est vrai que je voulais le dire tout à l'heure aussi, je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant, c'est que du coup, il ne faut pas considérer qu'un manque de sommeil, surtout en fait, plus on est vieux, plus c'est compliqué. C'est-à-dire qu'un manque de sommeil, ça ne se récupère pas en 8 heures comme ça, en un claquement de doigts, quoi.
C'est-à-dire que le processus de récupération du manque de sommeil d'un point de vue cognitif, éventuellement, il peut être vachement long. Et on le voit bien, nous, à notre âge. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Souvenez-vous de quand on avait 20 ans, on pouvait faire n'importe quoi et on pouvait se priver de sommeil comme des dingues. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait possible. D'accord? Donc, c'est vrai qu'il y a une évolution par rapport à ça, mais même les jeunes, c'est pas une nuit de 8 heures qui les fait aller, qui fait récupérer de tout le manque de sommeil ou toute la mauvaise gestion qu'on pourrait avoir eu avant. D'accord? Donc, c'est des problématiques qui sont vraiment différentes, mais complémentaires. C'est-à-dire que du coup, point par point, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que les choses sont extrêmement indépendantes parce que c'est des problèmes qui peuvent être gérés de façon qui peut être réfléchi et géré de façon totalement indépendante. Je ne sais pas si je t'ai répondu à ta question, mais pour le coup, je te propose en fait de dire, OK, tel problème, cherchons une solution. Tel autre problème de sommeil, cherchons une solution. Il faut essayer de déglobaliser l'affaire, en fait, tu vois. Sinon, on risque de ne pas avoir de facilité à trouver les bonnes stratégies. J'ai répondu un peu à ta question? Oui, oui. Après, la problématique, on le connaît tous, on l'a évoqué, c'est que sport collectif, ça veut dire qu'il faut, voilà, il y a 15, 20 personnes, au rugby, c'est 60. Il faut effectivement trouver la solution pour chacune ou chacun, ce qui est un peu plus complexe quand même. Oui, mais dans ce que tu me dis, pardonne-moi, je te coupe peut-être un peu, mais dans ce que tu me dis, par exemple, du coup, pour moi, tu peux avoir, enfin, je sais pas si c'est exactement ça, il faudrait étudier exactement d'un match à l'autre en fonction de ce que tu as à faire. C'est pas forcément la même histoire non plus, mais pour le coup, peut-être tu pourrais interdire à tout le monde de dormir dans le bus, tu vois. Tu vois, ça, c'est des aspects qui sont tout à fait collectifs. Après que tu regardes d'un point de vue individuel la manière dont individuellement les gens réagissent à tel truc, à tel ou tel déplacement, à tel ou tel aspect du manque de sommeil ou du moins du décalage, etc., c'est autre chose, tu vois. Et, ça peut être compliqué, hein, je sais bien. Nous, on essaye d'ailleurs nous, on s'aide avec des modèles mathématiques. Hein, des fois, là, je prends l'exemple, un déplacement. Bah tiens, c'était au football à Caen hier soir, hein, d'ailleurs, au passage. Les Dunkerquois sont venus jouer à Caen hier soir. Il y a eu un partout d'ailleurs au passage pour ceux qui suivent le foot. Là, en fait, les gars, ils enchaînent des matchs. Il y a des déplacements en bus, des déplacements ceci, des déplacements cela. Bah, en fait, on fait de la simulation mathématique, on a des outils comme ça. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est complexe. Et on a des principes, on essaye d'avoir une approche tout à fait individuelle, mais il y a des fois, en fait, il faut qu'on ait des stratégies collectives. Et par exemple, ça peut être de dire, bah ouais, non, pas moyen de dormir dans le bus. Peut-être qu'il faut essayer des fois de trouver des stratégies, de partir dans des bus de nuit. Je ne sais pas si c'est possible. Enfin, voilà. Excuse-moi Rémi, mais partir, alors ça c'est une problématique qu'on rencontre tous, hein, les déplacements et comment gérer le sommeil dans les minibus ou dans les bus. Et je sais que c'est Rémi Pironard qui nous avait évoqué ça avec le hockey sur glace, où c'était compliqué justement la récupération et qui prenait des bus de nuit, le sommeil quand même pas tip-top. Justement, je voudrais, par rapport à cette question, savoir s'il y a des moyens de se sentir confortable dans les situations inconfortables. C'est-à-dire que si on peut accepter que quelqu'un dorme dans un minibus, c'est comment il peut faire pour bien dormir. On peut aussi, au lieu d'interdire, c'est peut-être limiter le temps de sommeil et comment optimiser ce temps de sommeil finalement dans une situation où on est super inconfortable. Je suis persuadé qu'Alexis, il a plein de réponses à nous donner parce qu'on ne peut pas dire que sur un bateau, ce soit si simple que ça de dormir de manière très confortable. Encore que, peut-être que si. Donc je vous envoie la question à tous les deux, hein, Rémi, Alex. Je vais laisser Alexis. J'ai une réponse, mais je vais laisser Alexis. Je viens juste reposer la question parce que je t'ai... Comment tu fais pour bien dormir dans une situation inconfortable qui est le bateau? Comment récupérer, je faisais le parallèle en fait avec le sommeil dans les minibus où on est plié en quatre et notre sommeil n'est pas forcément très réparateur ou optimal. Toi, tu as dû gérer ça justement sur le bateau, trouver des moyens de bien te poser, quoi.
Ouais, carrément. Après, moi, j'ai toujours peur, en fait, parfois de trouver un truc trop confort et de vouloir trop passer de temps dedans. Donc, j'essaye toujours de pas non plus aller trop loin. Bah, déjà, parce qu'on est quand même plutôt sur des petits bateaux, c'est un peu la chasse au poids en permanence. Ouais, après, ça va dépendre de la course. Là, par exemple, je sais que sur une course en solitaire qui va durer juste 2 nuits en mer, je vais vraiment emmener le minimum. Et en gros, je vais même pas enlever mon ciré, etc. Là, la prochaine échéance, c'est une transat en double. Donc, on va partir 3 semaines en mer avec déjà un rythme de quart un peu plus séquent. Et là, pour le coup, on a dit qu'on allait prendre un matelas plus épais, un oreiller un peu étanche pour pouvoir se reposer les cervicales et tout. Mais après, non. En plus, nous, on a des bateaux monotypes, en fait. Donc, on peut pas trop non plus faire ce qu'on veut, en fait. Donc, on a une espèce de grande banette. Et parfois, il y a les voiles par-dessus. Ça arrive très souvent qu'on dorme au-dessus des voiles mouillées. Ouais. Donc, voilà, confort minimal. Minimal, mais ça veut dire que tu es recroquevillé quand tu dors, c'est dans des espaces exigus, tu dors assis à la barre parfois, justement. Alors, assis à la barre, non. Par contre, je pense qu'il y a des phases où on ferme les yeux et ça fait peut-être partie du repos, d'ailleurs. Après, dehors, moi, j'arrive pas à dormir dehors. Il y a toujours le bateau avance et ça fait toujours beaucoup de vent, du bruit et tout. Mais c'est pareil, comme on est en solitaire, on peut pas trop mettre de boule caisse, en fait, parce qu'on doit rester à l'affût du moindre bruit suspect. Donc non, ouais, ça m'arrive de dormir allongé par terre ou ça m'arrive de dormir dans ce qu'on appelle une banette, donc c'est une espèce de toile tendue réglable, en fait, en fonction si le bateau penche ou pas, en fait. Donc on arrive toujours à être à peu près sur quelque chose à l'horizontale. Ok. Et Rémi, tu voulais compléter? Ouais, moi je pense que pour le confort, il y a un truc qui est tout con, c'est amener son oreiller. En fait, c'est de se promener avec son propre oreiller, celui avec lequel on dort à la maison. C'est un peu con, mais ça marche plutôt pas mal. Et moi, j'aime bien, même à l'hôtel, vous allez à l'hôtel, moi, quand je me déplace, en fait, j'emmène mon oreiller. Enfin, pas tout le temps, mais si je sais que je vais avoir besoin de me reposer avant une compète ou quelque chose comme ça, euh, quand quand je navigue en équipage, parce que moi je suis un voileux aussi au passage, quand je navigue en équipage, pas forcément en course au large, mais en course à la journée, déjà j'ai interdit maintenant les Airbnb où on dort à deux velus dans un canapé, ça c'est absolument terminé. Ça, je veux plus parce que je me suis rendu compte que c'était clairement hyper délétère pour ma performance derrière. C'est-à-dire que du coup, j'étais vraiment trop fatigué, pas de bonne humeur et machin. Et puis après, j'emmène systématiquement mon oreiller et ma couette. Voilà. C'est-à-dire, je ne dors pas dans les duvets, là, c'est insupportable. Les duvets cercueil, là où on a les pattes, ça, c'est non. Donc voilà, j'ai trouvé mes propres trucs. C'est sûr qu'il faut un minimum de confort. C'est vrai que Alexis, s'il se met dans un lit trop douillet, ça va pas forcément bien se passer parce que il a besoin d'être sur le fil tout le temps. On n'est pas forcément dans la même problématique là. Voilà, donc emmener les oreillers, conseiller ça, je pense que ça c'est pas mal. Et ton oreiller, L'oreiller, c'est quoi? C'est un oreiller cervical, justement, que tu gonfles? C'est vraiment ton oreiller. Ton oreiller. Mais on faisait déjà ça. Hein. Oui. Il y a 20 ans, on avait déjà nos oreillers. Oui. Le problème, c'est quand vous avez 20 oreillers. C'est ça. C'est pour ça que je pose la question, parce que les petits oreillers ne prennent pas trop de place. C'était certains, vraiment tu peux les les gonfler. oreillers. Et là, tu emmènes carrément ton oreiller. J'ai pas dit que j'allais être hyper innovant. Hein. Non, mais c'est bien de rappeler ces petits trucs de base et de se dire, voilà. Mais la problématique, c'est en minibus, si tu as 8 gamins avec leur oreiller, et en plus avec leur couette, c'est compliqué. Alors, en fait, en règle générale, tout le monde ne prenait pas son oreiller. Après on a évoqué, mais je pense que on parlait des réseaux sociaux, des téléphones, des tablettes avec les enfants. J'aurais tendance à dire, si on veut les garder éveillés, tant mieux d'avoir ça. Hein. Aujourd'hui, voilà, on a à peu près le même âge. Moi, ma génération, c'était la Game Boy
qu'on se branchait l'un à l'autre et on jouait au Tetris. Hein. C'était ça. Hein. C'était pas, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas la tablette, il n'y avait pas l'ordi. Il y a très longtemps. Oui, il y a très longtemps, mais on a le même âge, Sylvain. Je te rappelle que tu viens d'avoir mon âge. Ouais, tu as raison. T'as entendu dans mon discours tout à l'heure. En fait, j'ai pas du tout envie. Moi, j'entends plein de gens. Je travaille dans le milieu de la santé aussi, l'éducation à la santé. En fait, je suis prof enfin, je suis prof à part en fait aussi. Et j'entends en fait toujours ce discours moralisateur. Ah là là, faut pas d'écran, faut pas d'écran. Non mais il faut vivre avec son temps. Je veux dire, aujourd'hui, on va pas interdire aux gamins de pas avoir l'écran, quoi. Je veux dire, c'est terminé ça. Même nous, voilà, mon téléphone, il est là, voilà, bon, on l'a tout le temps, je veux dire. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Le point quand même sur lequel il faut qu'on fasse très attention, ça nous vient. Salut, à bientôt. Au revoir. Le point sur lequel on doit prêter attention aussi, que j'ai pas discuté là, mais c'est normal parce qu'on parlait du sommeil et on parlait pas du reste, c'est que le téléphone peut créer en fait de la fatigue cognitive qui elle est délétère pour la performance aussi. C'est-à-dire que du coup, alors ça ça nous vient de l'Angleterre, hein, c'est comment il s'appelle, Samuele Marcora, italien exilé en Angleterre avec qui j'ai pas mal échangé là-dessus. J'ai une de ses anciennes étudiantes qui bosse en doctorat avec moi. Du coup, le fait que crée de la fatigue cognitive, c'est-à-dire que du coup, si tu commences à jouer sur ton téléphone à un truc qui est très sollicitant, en fait, finalement, ton cerveau, il n'est pas du tout prêt à faire une perf derrière. Et là, lui, il a testé des trucs. Alors, c'était pas avec des téléphones, mais c'était forcément pour de la recherche, c'était un peu plus compliqué. Mais il créait de la fatigue cognitive pendant 30 ou 40 minutes sur des phases qui sont vachement courtes, hein, en fait, en soi. Derrière, la perf sur des exercices aérobie, je me souviens plus ce que c'était exactement, mais sur des exercices aérobie, elle était, mais enfin, je sais pas, il perdait 12% ou 15% de perf. Hein. C'est complètement dingue. Donc le téléphone, pas de problème sur tous les aspects. J'ai pas du tout, moi en tout cas, j'ai pas du coup l'aspect moralisateur vis-à-vis de l'utilisation de ça. Néanmoins, faut pas que ça crée non plus d'autres problèmes. Enfin voilà, faut essayer de penser à tout forcément. C'est pas facile, mais coach, hein, c'est ça, hein, c'est de penser à tout. Hein. Ouais, Ça, le problème, je me permets là, le problème du téléphone, c'est pas le fait de l'interdire de jouer, de l'avoir, d'être dessus. Le problème du téléphone ou des tablettes, enfin sur les jeunes, c'est qu'ils ne l'éteignent pas la nuit. En fait, le téléphone reste allumé à côté d'eux et c'est le problème de recevoir les messages, les notifications où en fait régulièrement leur sommeil est coupé. Donc ça a été un vrai apprentissage à leur expliquer que oui, ils peuvent utiliser leur téléphone, mais que c'est qu'à un moment donné, il faut le mettre en mode avion, le couper, le mettre un peu plus loin que de leur tête et de dormir. Et ça a été, enfin moi j'ai le souvenir, et encore aujourd'hui, d'avoir ce discours, de dire le téléphone, à un moment donné, il faut le couper. Parce qu'ils reçoivent des notifications tout le temps. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord. Bah, là, en fait, tu fais très bien, tu fais le boulot qu'il faut faire, c'est-à-dire, en fait, tu fais de l'éducation à la santé, en fait. Et donc, tu as totalement raison. Après, tu peux aller sur Internet acheter un brouilleur, hein, non, si tu veux. Je crois que c'est interdit en France, mais enfin, si tu le dis pas, personne ne le saura. Donc, oui, bah, tu as raison, bien sûr. Et ça, c'est de l'éducation à la santé. C'est de l'éducation à la santé, en fait, au final. Et donc, bon, bah là, j'ai pas trop de. Là, je pense que tu n'avais pas trop besoin de moi pour faire ça. Donc, non, mais c'est indirectement des paramètres qui sont arrivés, qui sont différents des problèmes qu'on a connus de déplacement. Voilà, aujourd'hui, on a d'autres problèmes sur le rythme du sommeil qui sont ces outils. Ou alors, voilà, il casse un peu le rythme du sommeil de l'enfant, mais même de l'adulte, hein, parce que l'adulte aussi, il n'éteint pas forcément le téléphone. Exact. Et c'est voilà, c'est apprendre à un moment donné, se dire, il n'est plus à côté de moi. Donc, c'est un outil qui est performant, qui est important, qu'on utilise tous dans la journée, parce que dans les déplacements pour les gamins, on dit bien, les réseaux sociaux, on ne va pas les couper de tout ça. Mais par contre, la nuit, il faut qu'on arrive, et c'est un apprentissage, c'est une éducation, mais je pense qu'en tant que coach, on a un rôle très important à jouer, encore plus quand les gamins sont en interne
dans des CRGS plus que chez eux. Hein. Chez eux, c'est les parents. Ouais, bah, c'est bien, hein, le Krebs. Je suis très pote avec l'ancien directeur du Krebs de Wattignies et qui est voilà, on n'a pas fait finalement ce qu'on voulait faire, mais enfin c'était la grosse problématique en fait qu'il évoquait. Après, en fait, vous voyez, pour moi, vous avez tous des problématiques qui sont, enfin, les problématiques sont à la fois différentes et à la fois communes. C'est-à-dire que du coup, mon discours de ce matin, j'avais envie que vous soyez au clair sur l'explication du fonctionnement d'un individu, même si vous savez, parce que vous êtes des professionnels du sport, donc vous savez comment fonctionne le corps humain, mais c'était rappeler en fait ces choses-là de manière à ce que vous puissiez, encore une fois, j'insiste sur ce fait-là, scinder en fait les problématiques et que vous puissiez détecter les choses de manière à pouvoir agir dessus. En réfléchissant voilà, point par point, bah, du coup, les solutions, vous allez les trouver parce que du coup, vous allez voir quel effet le téléphone, quel effet ça a. Bah, ça a un effet, effectivement, si ça réveille tout le temps, ça va avoir un effet sur la cocotte minute. Et si ça empêche de s'endormir tôt le soir, ça a un effet sur l'horloge biologique et aussi sur la cocotte minute. Mais du coup, vous savez, en fonction du modèle que je présente, où est trouver les solutions bénéficiaires appropriées. Mais malheureusement, je peux pas vous donner les réponses à tous les problèmes. Il y a une main levée, je pense que c'est Arnaud peut-être. Il va falloir que je vous laisse dans 5 minutes. Je suis désolé parce que j'enchaîne sur un cours à la fac. Ouais, pas de souci. Donc peut-être une dernière question d'Arnaud, si c'est bien toi, Oui, Arnaud. Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend. Oui, donc Arnaud, responsable du pôle sport badminton. J'avais juste une question en fait plus sur savoir s'il y avait des recherches qui avaient été faites sur justement cette question d'inertie là du sommeil, notamment sur les phases de sieste. En fait, est-ce qu'il y a par exemple des temps de sieste qui permettent d'éviter entre guillemets une trop grande inertie de sommeil? Je pose la question simplement parce que dans notre discipline, nous on est sur des formats de compétition, on va enchaîner beaucoup de matchs dans une journée avec parfois des temps entre les matchs, par exemple, de 2 heures d'attente entre les matchs, mais on peut faire jusqu'à 5 ou 6 matchs de badminton dans la journée, et enfin, notamment pour les jeunes. Et parfois, on se pose la question de dire est-ce qu'on retourne à l'hôtel quand on en a la possibilité pour se poser un petit peu. Et du coup, ça m'intéresserait de savoir si justement il y a eu des études un petit peu sur ça, sur savoir combien de temps il faudrait faire une sieste pour qu'elle soit bénéfique sans qu'il y ait trop d'inertie de sommeil, par exemple. Ouais, c'est une excellente question. Alexis, tu veux peut-être répondre à ça? Moi, c'est vrai que, par exemple, je sais que souvent, par exemple, quand je mets 20 minutes sur mon réveil, qui est une grosse alarme, en fait, je les dépasse pas. En fait, je me réveille avant. Donc, je sais que souvent, c'est entre 15 et 17 minutes de sieste sur le bateau. Et ça, c'est ce qui me permet de vraiment repartir pas mal, quoi. Mais je ne sais pas si ça dépend des gens. Je ne sais pas si... Et en équipage, Alexis, là, quand tu vas naviguer en double, tu as des rythmes qui sont différents, des siestes qui sont plus longues. Ça procure quoi, en fait? Ouais, par exemple, là, le système qu'on veut mettre en place sur la Transat, c'est des quarts de 3 heures, en fait. Et dedans, en fait, le mec, parce qu'on n'a pas que ça à faire que d'être sur le pont, on a aussi de la météo, des choses comme ça. Et en gros, l'idée, c'est que la personne qui se repose ait au moins des repos de 1h30. Mais bon, c'est un peu différent parce qu'en fait, on va faire ça quasi sur un cycle de 24 heures, quoi. Ouais, mais est-ce que te réveiller au bout d'une heure et demie, c'est différent, la qualité du réveil, parce que c'est ça la question, est-ce que Oui. la qualité... Qu'est-ce que t'en penses, toi? Enfin, moi, j'ai un avis, hein, je vais te laisser parler un peu. C'est beaucoup plus dur de se réveiller au bout d'une heure et demie que de se réveiller au bout de... Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus dur de se réveiller au bout d'une heure et demie que de se réveiller au bout des 15 minutes ou des 17 minutes. Voilà. En fait, c'est ça, la bonne durée de sieste, si tu veux pas d'inertie de sommeil ou si tu veux vraiment une inertie très très limitée, c'est 20 minutes et il faut pas dépasser 20 minutes.
Et si les gens dorment pas, bah tant pis, c'est pas grave. C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas eu de sommeil, il n'y a pas eu de sommeil. Mais si tu allonges la sieste et que tu fais plus de 20 minutes, il y a toutes les chances qu'il y ait une forte inertie de sommeil derrière et que ça pose plus de problèmes que que la petite fatigue que tu pourrais avoir eue si tu n'as pas dormi. Enfin, je ne sais pas si je suis clair, mais il vaut mieux. Et puis dans le sport, on a besoin d'être un peu hargneux quand même dans cette affaire. On a besoin d'avoir des émotions un peu sur le fly, quoi. Donc ça veut dire que d'avoir un petit peu de fatigue, c'est pas forcément tout le temps un gros problème dans le sport. C'est un petit peu de fatigue, faut pas que ce soit trop. Mais du coup, il vaut mieux avoir, si on sent le besoin de sommeil, prendre ces 20 minutes-là. Si on dort pas, c'est pas une catastrophe, plutôt que de s'endormir profondément, de récupérer la totalité, admettons, beaucoup de capacité, de faire baisser toute la pression de sa cocotte, mais derrière être un peu vaseux et du coup beaucoup moins hargneux, beaucoup moins engagé et hargneux dans l'activité. Voilà, 20 minutes pour répondre fermement à la question. Alors, si tu as encore quelques grosses secondes Ouais, quelques pour grosses ta secondes. question, Je suis désolé. Hein. Ouais, je voulais quand même je voulais t'interpeller justement, Xavier Baglin qui est avec nous, qui est vice-président de la Fédé Gym et puis directeur STAPS. Peut-être une toute dernière question, Xavier, et je pense assez rapide pour libérer Rémi derrière. D'abord, merci pour cette présentation, c'était vraiment top. Moi, j'ai une petite question. Nous, dans les gymnastes, on a plusieurs disciplines. Donc, quand on est plutôt avec des jeunes, on a la possibilité de les mettre dans un rythme avant une compétition, sur des entraînements longtemps avant la compétition, à s'entraîner différemment lorsqu'ils sont libérés d'obligations scolaires, entre autres. Par contre, avec nos plus vieux, c'est-à-dire les gymnastes qui sont expérimentés, qui ont des habitudes, des représentations, c'est une vraie bagarre. Et donc, ma question, c'est est-ce qu'il vaut mieux les bousculer et leur imposer, entre guillemets, un changement de leur habitude, sachant que ça va prendre un peu de temps, ou est-ce qu'il vaut mieux les laisser se gérer parce qu'on considère qu'ils vont se connaître, même si ce qu'ils font ne nous semble pas cohérent dans la gestion de leur sommeil, et souvent c'est en lien avec l'alimentation aussi. Donc voilà, c'était peut-être ma question par rapport à ce public spécifique que l'on a et qui sont performants. Bah, écoute, moi je vais te faire une réponse assez claire, hein, c'est-à-dire que du coup, si tu juges toi que en fait finalement il y a mieux à faire, ton rôle il est de les booster et d'être ferme vis-à-vis de ça. Évidemment, faut faire attention et donc avoir conscience des différences individuelles, etc., de manière à pas brusquer un truc qui est imbrusquable, qui est inchangeable, d'accord, ça c'est clair. Mais par contre, comme tu l'évoques pour l'alimentation, si, je sais pas, moi, j'en sais rien, moi, si avant les compétitions ou les gymnastes, comme dans tous les sports, si l'alimentation est pas adéquate pour réaliser une performance, bah, du coup, tu vas interdire, je sais pas quoi, le coca, les chips, et je sais pas trop quoi. Donc, pour moi, le sommeil, il n'y a pas de raison que ce soit différent, en fait. Alors, c'est vrai que le sommeil touche à un côté un peu intime, en fait, au final, au sens que c'est profond et ça arrive tous les jours et et ça peut engendrer comment dire, un besoin de changement de comportement assez profond en fait, dans des habitudes qui sont ancrées depuis tout petit. Parce ce qu'on n'a pas expliqué, c'est qu'il y a de la projection, il y a de la projection familiale, c'est-à-dire comment les parents ont éduqué en fait ça. Et depuis qu'on est tout petit. C'est ça. Depuis qu'on est né, ça commence là. Et c'est le bordel. donc moi, je pense qu'il faut aider, en fait, et faire de l'éducation à la santé. De la même manière que si depuis tout petit, on a des comportements alimentaires qui sont pas bons, eh bien, du coup, on aide les sportifs à apprendre à avoir un comportement alimentaire qui est bon pour la performance d'une part et pour leur santé d'autre part. Donc, moi, je suis d'avis de booster, quoi. Et donc, du coup, il faut le faire dans une période où on ne va pas avoir d'impact compétitif fort pour avoir le temps de transformer, quoi. Ou est-ce que ça... Ouais. C'est une question... oui, oui, bien sûr. Quand même, il y a des choses que tu peux agir, sur lesquelles tu peux agir rapidement. Moi, je vois bien que à l'échelle de 2 mois,
tu peux obtenir des changements qui sont importants, des changements qui sont importants et significatifs. C'est-à-dire que du coup, parce qu'en fait, il y a aussi de la connaissance, tu vois. C'est-à-dire que du coup, le sommeil, il y a plein de gens, et peut-être qu'il y en avait ce matin d'ailleurs autour de la table, hein, il y a plein de gens qui sont démunis vis-à-vis de la gestion du sommeil. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas du tout comment ça fonctionne, ils ne savent pas du tout ce qu'ils doivent faire. Et moi, je bosse avec des chefs d'entreprise, je peux vous dire qu'il y en a plein qui finalement ont besoin d'être taqués au boulot parce que c'est des entrepreneurs et qu'ils ont besoin d'être. C'est comme des sportifs de haut niveau, hein, clairement, ils ont besoin d'être au taquet tout le temps. Ils sont paumés et ils ne savent absolument pas faire les choses. Donc, du coup, il y a un accompagnement, on fait de l'accompagnement, on observe des comportements qui changent rapidement à partir du moment où les gens en ont pris conscience et en ont pris connaissance. Et donc, c'est ça que je disais tout à l'heure, l'éducation à la santé, c'est-à-dire que du coup, pour moi, et je pense que Alexis, dans ce qu'il a évoqué tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait aussi à son échelle. C'est-à-dire qu'on a accompagné les changements. Moi, je dis jamais à Alexis, jamais j'ai dit à Alexis, t'as fait de la merde à tel endroit, t'aurais dû dormir, pas dormir, etc. C'est-à-dire que c'est lui qui décide tout le temps de ce qu'il faut faire parce que moi, je suis pas sur le bateau, je suis pas dans sa tête, je suis pas dans son état, je ne sais pas les décisions qu'il doit prendre pour la performance. Néanmoins, ce que j'essaye de faire, c'est l'accompagner de manière à ce qu'ils se connaissent, qu'ils comprennent et qu'ils puissent se rendre compte de choses. Voilà, moi je pense que c'est ça que vous pouvez accompagner tous, avec les jeunes, avec les vieux. Et de cette manière-là, les comportements, c'est-à-dire que je ne vois pas comment en fait améliorer des comportements peut être délétère pour la performance. Donc, en d'autres termes, tu peux commencer demain matin, même en plein milieu même en prévision d'un mondial ou de je sais pas trop quoi. Faut faire attention de ne pas brusquer les choses, bien évidemment. Il faut y aller doucement, mais comme chaque process éducatif. Donc, moi, je pense que tu peux y aller à fond. Hein. Moi, bosser avec les hockeyeurs, là, par exemple, en fait, on s'est rendu compte qu'en 2 mois, on changeait des comportements. Alors, pas pour tout le monde, mais de façon à l'échelle de l'équipe, en 2 mois, on change des comportements qui sont vraiment cool, quoi. Alors, ça fait pas toute la perf, hein, on est bien d'accord. Hein. Merci Rémi, merci beaucoup. Je trouve ça bien qu'on ait fini par une question d'un gymnaste et j'en profite pour remercier le comité régional de gymnastique qui nous accueille à chaque fois pour les ateliers et Louise en particulier pour la technique. Un grand merci à vous Rémi, Alex, parce que vous avez formé un très bon binôme. Je trouve que ça a été un atelier très riche et évidemment on manque de temps pour évoquer le sujet, mais il est insondable, ce sujet est très vaste et puis merci pour toutes ces solutions. Revenez vers moi si vous avez besoin, puis merci. On essaiera de vous aider du mieux qu'on peut. Je te rappellerai peut-être pour 2-3 outils qui pourraient intéresser les entraîneurs qui étaient autour de la table. Et puis bonne route, bon vent plutôt, parce qu'on a affaire à des voileux. Et puis un grand merci encore pour vos interventions hyper pertinentes. À très bientôt.